Bienvenue sur les causeries de Jérôme et Mathieu. Sur ce podcast, nous vous parlons immobilier, investissement et indépendance financière. Nous vous partagerons notre expérience, nos anecdotes et même en direct nos aventures d'investisseurs. On vous parlera de l'évolution de nos projets immobiliers et entrepreneuriaux. Nous voulons aussi vous aider à mieux comprendre l'investissement sans fantaisie et sans vente de rêve. Bonjour, je suis Jérôme, investisseur et marchand de biens en région bordelaise depuis 2014. J'ai pu faire de l'immeuble de rapport, du locatif, de l'achat-revente et de la division foncière. Ce qui me permet à présent de pouvoir me consacrer 100% à l'immobilier. Et moi je suis Mathieu, investisseur immobilier également. J'ai comme Jérôme touché à beaucoup de types d'investissements. Et en plus de ça, nous travaillons en famille dans la promotion immobilière. L'objectif principal de ce podcast est de rester le plus simple et le plus détendu possible. Une discussion entre amis investisseurs autour d'un bon café. Attendez-vous à ce qu'on dérive de temps en temps bien sûr. Salut à tous, c'est Mathieu. Je suis là pour vous présenter nos plus plates excuses pour ce podcast qui a coupé lors de notre enregistrement et le logiciel nous en a informé 20 minutes après que l'enregistrement est coupé, ce qui fait qu'on a perdu 20 minutes de podcast. Nous avons recommencé ce matin en plein milieu pour vous donner le meilleur contenu possible. Et maintenant que je fais le montage, je m'aperçois que le son et l'image est décalé et que ça j'ai réussi à la régler, mais qu'en plus le son n'est pas d'une qualité extrême. Donc on vous présente toutes nos excuses. Nous ferons mieux la prochaine fois, mais que voulez-vous, c'est ça les aventures de podcasteurs en herbe. Sur ce, appréciez votre écoute et merci d'être là. Salut à tous, bienvenue dans l'épisode 10 des causeries de Jérôme et Mathieu. On est super content de vous retrouver avec Salut à tous, bonjour Mathieu, salut les gars et les filles. et les filles. Et nous étions, il y a quelques minutes, en train de parler du dernier exploit de Jérôme qui a réussi à se coucher à 8h30 du matin après une grosse soirée. Je ne conseille pas de faire ce genre de choses, ça m'arrive Et très rarement. Ça partait d'un simple restaurant qui s'est fini à 8h30 du matin. Oui, les restaurants ferment très tard maintenant, ferment très tard ou très tôt, ça dépend. ça, c'est les meilleures soirées, mais ouais, 8h30, ça a dû te piquer un peu en quelques jours, non? Ouais, moi je suis le genre de mec, il sort pas tant que ça, donc 8h30, j'ai dû mettre 3-4 jours à m'en remettre. Ouais, normal. On est quoi? On est mercredi, mais ça commence à aller mieux là. C'est d'ailleurs pour ça qu'on n'a pas enregistré plus tôt, c'est pour être sûr que Jérôme soit apte à parler de manière efficace. Je Il faut quand pouvais même pas savoir parler. que le lendemain, à 15 ou 16 heures, il m'a envoyé des business plans bien fignolés, donc il est quand même efficace. Ouais, c'est vrai, je travaillais un peu. C'est vrai, putain, j'étais fatigué, mais je travaillais. Ouais, comme quoi, on essaie de travailler un petit peu. Écoutez, mais on est content de vous retrouver pour ce nouvel épisode avec Mathieu. Aujourd'hui, on va parler de quoi, Mathieu? De quoi allons-nous parler? Moi, j'ai très envie de parler du Népal, parce que j'y rentre. J'ai passé 15 jours là-bas et c'était génial. Et en fait, j'ai l'impression que ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait de podcast, puisque nous avions enregistré 2 épisodes avant que je parte. Et c'était pour moi il y a des lustres. Donc ça fait très plaisir de revenir. Et pour parler de quoi? Tu fais bien de poser la question. Nous allons parler de financement aujourd'hui, de tout ce qui touche de près ou de loin en financement. Tout à fait, on va parler des financements bancaires, des crédits immobiliers, de la levée de fonds et comment utiliser l'effet levier au maximum avec les banques. Et Et oui, parce d'ailleurs, que 3 en- semaines de congé qui étaient au ouais, Népal. ouais, 15 jours au Népal, c'était juste incroyable. 15 jours, je croyais 3 semaines, tu vois. Non, non, C'était non, dingue. 15 jours, faut pas abuser. 3 semaines, ce sera quand on vivra pleinement de nos podcasts avec l'argent des abonnés. Je partirai des mois et des mois en vacances. Ouais, il faudra attendre quelques années, mais ouais, avec Ouais, plaisir. on a fait combien d'écoutes dernièrement? On doit être à 60 abonnés, donc il va quand même falloir vous abonner tous. Nous sommes à 69 abonnés pendant qu'on enregistre. Est-ce que c'est quand même pas un peu drôle? Ah, on est à Ah, 69, il va y en avoir un de plus. Ça, c'est un signe. Ça, c'est un signe, je pense. c'est un signe qui sera le 70e. N'hésite pas à le mettre en commentaire, en question. On te répondra avec grand plaisir. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner, c'est très important. Abonnez-vous, commentez, likez, mettez tout ce que vous voulez pour nous Et toi aider. qui seras 70e abonné, tu peux contacter Jérôme, il t'invitera au restaurant et tu rentreras à 8h30 du matin chez toi. Exactement, avec grand Voilà. plaisir. Tu verras, on C'est- ira manger un morceau, boire un petit verre et ça finira. Les restaurants fermeront très tard. Voilà, nickel. Non, mais Népal, hyper cool et ça donne envie de voyager. Et moi, ça m'a donné envie de monter des montagnes parce que j'ai vu les premiers 8000 mètres de ma vie et j'avoue que ça m'a fait, moi qui adore la montagne, ça m'a fait une petite émotion quand même. Et c'est grand. Ouais, Voilà. j'ai un pote qui avait fait le Kilimandjaro. Kilimandjaro, il y a 2 ans, il avait fait ça, je crois. Et il avait trop kiffé. Apparemment, c'est assez ouf ici. Mais ouais, il y a des trucs vraiment ouf à faire. Mais c'est vrai que les voyages, on se rend compte qu'on voyage pas assez. Et dès qu'on rentre de voyage, eh ben, on a envie de repartir parce que tu Ouais. découvres des nouvelles cultures. C'est Et ce qui est fou, c'est que quand on était là-bas, j'avais l'impression que ça faisait des mois qu'on y était.
Alors qu'on a passé entre guillemets que 15 jours, ce qui est déjà pas mal. Et à la minute où on est rentré, j'ai l'impression qu'en fait on n'est jamais parti et que la vie s'est pas arrêtée et que c'était passé hyper vite. C'est un peu frustrant ça. La vie reprend, tu te dis c'est fini, la vie au Népal est terminée. Moi, ça m'est arrivé quand j'étais en Laponie, c'était l'année dernière, on avait fait une semaine uniquement en Laponie, c'est pas beaucoup une semaine, hein. Et Laponie, un pays magnifique, tu es au milieu de la nature, c'est hyper calme, les gens se prennent pas la tête, pas de pression. On rentre, on passe par Paris. Alors là, mon gars, mon quota vacances calme, nature, il était complètement fini. Ouais, Finito. tu m'étonnes. Ça, En ça plein compense milieu directement. des trams et des trains à Paris, je peux te dire, c'était fini. C'est là, bon, mais retour à la réalité, mon garçon. Ah, nous, ce qui nous a fait drôle, c'est que déjà, on parlait la même langue que les gens avec qui on était en rentrant à Paris. Mais surtout Ouais. qu'on est monté dans le taxi. Je pense qu'on a fait la sortie du dépose minute jusqu'à la sortie de Charles de Gaulle, l'aéroport, c'est-à-dire à peu près 800 mètres. Et que le taxi nous a déjà coûté plus cher qu'une demi-heure de taxi à Katmandou au Népal. C'est abusé. Et ça, c'est assez violent. Et je viens de faire les courses chez Biocop ce midi, des petites courses. Et je pense que j'ai dépensé plus chez Biocop pour des 3 jours de courses que 2 semaines de bouffe au Népal. Bienvenue en France, mon Ah garçon. ouais, ça fait mal au cul, hein. Bienvenue, les vacances sont terminées, tu peux revenir à Misillac. Et Sidi, c'est facile d'être rentier, hein. Tu t'achètes 2-3 appartements qui te dégagent un SMIC ici. Tu vas vivre au Népal ou dans des pays pas chers. T'es millionnaire, hein. Bah, après, même en moins loin, hein, tu vas au Maroc, Maroc, c'est pas cher. 800 euros par mois, Maroc, tu vis. Ouais, c'est incroyable. On a C'est quand même mais bouffé un moment pour deux à 4,50 € un repas pour deux. Entrée plat. Il fonctionne pas entrée plat, mais genre gros plat, dessert, des nanes et tout. 4,50 € à deux. ouais, ouais, la vie Et est beaucoup quand on plus est confortable. revenu des montagnes, on trouvait que la bouffe était ultra chère. Et en fait, tu fais le calcul. Parce qu'il faut savoir qu'on a fêté quand même l'année 2080 là-bas, donc on revient du futur. Ah ouais. Et donc la soirée du Nouvel An, on l'a fait dans un resto branché sur le bord d'un lac, hyper cool. Tu sais, comme ce qu'on ferait dans la Côte d'Azur, des restos vraiment sympas, le groupe de musique, les cocktails et tout. Et on s'est dit, waouh, c'est hyper cher, parce qu'il y en a quand même pour 6 000 balles, parce que là-bas, tu multiplies par 140. Et en fait, on a payé 15 € par tête pour manger. Et passer une soirée du Nouvel An. Ah, mais c'est bien, faut faire tes soirées du Nouvel An là-bas, hein. Surtout, le fais pas sur la Côte d'Azur. Sur la Côte d'Azur, ça sera vraiment 6 000 balles par contre. Ça Ah serait oui, c'est vraiment. sûr, et sans forcer, sans boisson. Je me rappelle quand j'avais été à Cannes avec Caroline, là, on avait mangé dans un restaurant. Oh, la pilule qu'on avait pris. Pourtant, on avait rien mangé de ouf, hein. C'était un couscous dans un restaurant marocain, mais laisse tomber. C'est Caroline qui invite, de toute façon. Ouais, heureusement. Ouais. Appelez-le de notre part. Alors moi, je le connais pas, mais appelez-le, il vous invitera à déjeuner, c'est sûr. Dites que vous appelez de la part de Jérôme. Ouais, dites que vous venez de ma part, il est très gentil, Caroline, très serviable. Ok, bah écoute, j'espère que tu as bien profité, que Ouais. t'as bien appris une nouvelle culture et tu as bien voyagé parce que franchement, c'est hyper important. Et pour l'ouverture d'esprit, il n'y a rien de il y a rien de mieux en fait, le Ah voyage. bah ça, je te le fais pas dire. Et bon, on va quand même essayer de parler de choses un peu plus sérieuses. On était hyper content de faire le dernier podcast où on a répondu à vos questions. Je sais pas combien de Ouais, questions on a répondu, peut-être une trentaine. c'est bon, je pense. Ouais. C'est bizarrement assez fatigant. D'ailleurs, vous devez le sentir qu'à la fin, on est plus trop, on est moins à fond dans les réponses qu'on n'a pas eu l'habitude. Ça nous a fait bizarre de réfléchir pendant 1 h 30. Ouais, on a sorti de là, franchement, on était éclatés à avoir répondu et réfléchi pendant 1 heure et quelques à répondre à des questions. Ouais, parce qu'en plus, on essayait de faire des réponses pas trop bêtes. Parce que bon, si vous nous écoutez, ce serait bien que ce soit plutôt intelligent. Mais c'était très marrant à faire et on a eu beaucoup de retours, notamment toi, plein de super commentaires, il me semble, de Ouais. personnes qui ont trouvé ça, qui ont trouvé que le format était cool. Ouais, on a eu pas mal de feedback en fait, contrairement aux autres podcasts. Celui-ci, en fait, le format a beaucoup plu. Les gens ont bien apprécié le fait qu'on réponde à des questions vraiment concrètes, qu'on fasse vraiment une FAQ. Ça a beaucoup plu. Donc, je pense qu'on refera le format avec Mathieu. On s'est dit tout à l'heure qu'on le fera probablement une fois par mois. Pas trop souvent parce que les questions elles vont vite revenir, ça va vite être souvent les mêmes. Donc, l'idée, ça va être une fois par mois. On va vous faire la foire aux questions, quoi. Ça va être ça. Et on va répondre à toutes vos questions. Et quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à continuer à nous envoyer vos questions par mail, par SMS, par... Oh là! Attends, j'ai lancé une vidéo sans faire exprès. Je dis ouais, n'hésitez pas à envoyer vos questions par Instagram, par SMS pour ceux qui ont nos numéros ou téléphone. Et je voulais même vous donner notre mail, qui est tout bêtement jérôme et mathieu@gmail.com.
Si vous voulez envoyer des questions plus longues, des documents, je ne sais quoi, n'hésitez pas à nous écrire à cette adresse-là et on vous répondra en podcast ou en vrai, si vous préférez. Exactement. Comme ça me permettra de répondre à toutes les questions sans en oublier. Mais c'est vrai que le format a beaucoup plu. Le format a beaucoup plu. Et je pense que les gens se sentaient un peu plus concernés par notre podcast du fait qu'on réponde à leurs questions. Si je regarde, je suis en train de me mettre sur la dernière vidéo. Je vais voir s'il y avait des questions auxquelles on peut répondre là maintenant. On a Il y eu a- Cassandre qui nous a fait un retour, qui a dit bravo les gars, ce format était top. Pauline Gauthier, merci pour vos réponses très instructives. Et Yann Etienne, le le fameux, pardon, fameux. qui nous a écrit salut messieurs, eh bien je dormirai moins bête. Je ne savais pas que la mise du dépôt de garantie devait être validée par le vendeur. Et oui, 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 c'est vrai qu'on a parlé de ce sujet. Il faut d'autant plus faire gaffe à ce qu'on met du coup, bien évidemment. Attention à ça parce que beaucoup de gens croient que tu peux très facilement récupérer un dépôt de garantie. Ça peut être plus compliqué qu'on ne le croit. Récemment, j'ai fait une offre au prix, sans clause, et j'étais le premier à visiter et faire l'offre. Anomalie de marché. Pas de bol, la propriétaire revient une semaine après vers moi pour me dire que finalement, un des propriétaires veut l'acquérir. Peut-être un des locataires. C'est Pas peut-être, légal. Vous m'embêtez. Ah non, ça c'est sûr que c'est pas légal. Si tu as fait une offre, si tu fait une offre sans clause et au prix, et que tu étais le premier, c'est sûr et certain que c'était pas légal et que c'est déjà vendu. Et cette semaine, 4 biens en off à visiter. Les graines poussent, on croise les doigts et on continue. Force à vous, messieurs, à la semaine pro. Merci Yann. Yann, ouais, merci Antoine, en tout cas, tu fais toujours des retours très complets, très précis, donc c'est super de voir que tu nous suis. Tu nous as écrit même sur Instagram avec Mathieu, donc c'est chouette. Et non, je pense pas que ce soit très légal cette histoire. Tu le premier à visiter, le premier à faire l'offre, donc théoriquement, c'est vendu, c'est pour toi. Donc si vraiment tu veux les embêter, tu peux très bien les embêter, et à condition bien sûr que tu aies les preuves. Il faut avoir les Ouais, preuves que. que tu aies les preuves, les offres signées et tout, mais sachant qu'après, si tu veux les embêter, tu vas partir sur des mois et des années de procédure, ça va être long. Tu gagneras potentiellement, mais est-ce que tu as envie de t'embêter pour 2, 3, 4 ans? Ouais, À c'est peut-être voir. pas. Bah, après, ça dépend. Des fois, tu leur mets un petit coup de bluff en leur disant, écoutez, je vais faire appel à mon avocat, tout ça, et puis tu récupères le dossier, ça s'arrête là. Mais des fois, il y en a certains qui veulent aller au bout, qui veulent aller en procès, et là, ça peut être très long. Une opération que tu aurais pu Ouais. faire ailleurs. Donc ouais, ça arrive malheureusement, on est tous passés par là. Et Yann nous a mis une autre commentaire également sur le précédent podcast, parce que du coup, on l'a Ouais. pas vu, on parle de travaux, qui nous dit: «Salut messieurs, très intéressant, surtout pour les novices en travaux. Perso, je trouve que c'est toujours mieux d'avoir bricolé par soi-même avant, pour mieux comprendre et piloter un chantier, mais pas obligatoire». Ouais, je trouve qu'il a totalement raison. C'est toujours plus facile, de donner des consignes si on sait déjà faire soi-même. Mais la base, c'est effectivement plusieurs devis, ne payer que ce qui est fait et de suivre le chantier. J'ai fait construire ma RP et malgré le maître d'œuvre, ça a été la cata, d'où l'importance de bien s'entourer. Ouais, tu m'étonnes. Un artisan de confiance et de qualité, il faut le garder, quitte à le payer un peu plus cher que les autres. Et il nous dit ensuite, petit retour d'expérience sur Broussard. Alors Broussard, j'ai un doute de qui c'est, mais toi tu le connais, il me semble. Michel Broussard, Ouais, c'est l'ancien associé du gars qui a créé C3 MBAT, d'accord. qui a une société de rénovation, on va dire clé en main pour les investisseurs, en fait. Ok. Et il nous dit donc petit retour d'expérience sur Broussard. Je fais partie de l'académie d'Ian Darwin et ils avaient monté un partenariat avec Broussard. Sauf que tous les retours qu'on a, académiciens plus Ian Darwin lui-même, sont mauvais. Gros retard de chantier et il demande des acomptes inacceptables, 90 à 50% de l'avancement. Ouais. Scandale. Il menace même d'arrêter certains chantiers si la compte n'est pas versée. Relationnel mauvais. Même Ian Darwin a demandé à tout le monde de ne plus travailler avec eux jusqu'à nouvel ordre. Bref, à fuir. Voilà pour ma participation. À plus et bonnes vacances. Bah merci, mais elles sont déjà finies. Merci, merci Yann. Et c'est vrai que j'ai eu les mêmes échos sur la société de Michel Broussard, mais personnellement, je n'ai jamais travaillé avec lui, donc je peux pas donner mon avis dessus. Mais j'ai eu ce genre d'écho. Ouais. Ouais, ouais, j'ai eu des échos là-dessus. Je sais pas. Moi, je parle que de choses que j'ai pratiquées ou que j'ai déjà effectuées. Là, je peux pas le dire. J'ai eu des échos, certes, mais moi, je l'ai jamais pratiqué encore. Ouais, bon, en tout cas, moi je le connais pas. Mais ça sent pas bon, un gars comme ça. Ouais, je sais pas. Ouais, c'est vrai que concernant les acomptes, on en a beaucoup parlé. Apparemment, il demandait un acompte de 40% dès le début du chantier et qu'il y avait un autre acompte qui arrivait très rapidement et que tu étais vite à 90% du chantier sans pour autant avoir fait 90% du chantier. Ouais, c'est ça, ouais, ça les mecs. Ouais, donc c'est un peu vivre avec les acomptes, donc c'est un peu compliqué. Ouais, petit peu de cavalerie de trésorerie, c'est génial.
Ouais, c'est ça. Et en parlant d'acompte, ça me fait penser au dépôt de garantie ou indemnité d'immobilisation dont Yann parle. Et il se trouve que j'ai fait une vidéo, on en parlait juste avant, sur TikTok qui a buzzé de manière incroyable, puisque j'ai fait quasiment 50 000 vues. Où je te la résume, en gros, je dis que quand tu signes un compromis, il est bon en tant qu'acheteur de négocier le fait de ne pas payer de dépôt de garantie. Mais on en a parlé dans une vidéo, c'est ce qui m'a fait penser, enfin dans un podcast qui m'a fait penser pour en faire une vidéo. Ce que moi je fais à chaque fois depuis le début, je verse 0 ou 1000 balles en général, et c'est vachement mieux que de sortir 20 000 euros. Et je me suis fait chier dessus sur TikTok, mais comme jamais, de tous les mecs qui disent ouais, c'est un conseil de merde, ça sert à rien, de toute façon, il faut pas accepter ça, les vendeurs sont pas cons, et puis aucun intérêt vu que la banque va quand même compter le fait que tu aies mis un apport et tout. Et ce que je trouve fou, c'est que les gens ne comprennent pas l'intérêt d'avoir 20 000 euros sur ses comptes plutôt que d'avoir 20 000 euros bloqués chez son notaire. Ouais. Mais non, mais c'est des gens qui n'ont jamais acheté. Et Aussi, rassure-moi, toi, tu l'as déjà fait aussi. Ah, bien sûr, j'ai déjà fait. J'ai déjà fait. J'ai déjà posé des dépôts de garantie, mais j'ai déjà jamais posé j'ai déjà aussi posé 0 € de dépôt de garantie, bien évidemment. Ah oui, oui. Ouais. Même des fois, j'ai mis 0 € de dépôt de garantie. Les premiers biens que j'ai achetés, je disais directement, je ne mettrai pas de dépôt de garantie. Ok, mon notaire, il se battait, c'était un peu la foire. Mais bien sûr, j'ai acheté mes deux premiers immeubles, j'ai mis 0 € de dépôt de garantie. Ah ouais, Ouais, bien moi sûr. aussi. Le pauvre notaire, à chaque fois, au moment de la signature du compromis dans le bureau, parce que moi je suis jamais là, évidemment, à distance, il me dit Mathieu, du coup, on fait comment pour le dépôt de garantie? Je dis bah, on fait comme d'hab, on n'en met pas. Ah bon, parce que les vendeurs, ils en veulent. Et c'est toujours un peu tendu, mais finalement, je leur dis bah, bon, écoutez, c'est pas grave, hein, si vous voulez, on annule la vente, moi je vais acheter autre chose. Et en général, ça passe où tu proposes 1000 euros, mais je préfère largement faire ça que de sortir 10, 15, 20, 30 ou 40 000, ça peut vite monter, quoi. Ouais, ça peut Mais dépendre. Ah tout oui, ça pour suivant. dire, sur Instagram, aucun problème, mais alors sur TikTok, c'est vraiment la purge. J'ai l'impression qu'on a tous les débiles sur Terre sont sur TikTok, quoi. Mais ouais, hein, ou alors c'est la population c'est ce qu'on disait déjà une fois, je pense, c'est la population qui est plus jeune. Qui dit plus jeune dit moins expérimenté, donc moins de connaissances dessus peut-être. Elle dit Je sais aussi pas. peut-être moins de vocabulaire, je sais pas. C'est Ouais, peut-être. Ouais, c'est possible. mais Mais c'est c'est vrai rigolo, qu'il ça me fait toujours a passer un bon moment. vu sur TikTok quand même, hein, 70 000 vues le gars quand même. Ah incroyable, je suis content. Et ça y est, mon compte TikTok va dépasser mon compte Instagram dans un jour ou 2, je pense. C'est Ah marrant. ouais, parce que honnêtement, moi j'ai créé un compte TikTok juste comme ça, histoire de, mais en fait, bah, je publie pas. Me suivez pas, ça sert à rien. J'ai publié une vidéo et ouais, j'ai 2 followers. Ouais, j'ai publie Ouais. pas du tout. Par contre, m'envoyez pas de message sur TikTok, je sais même pas si on peut d'ailleurs, parce que je m'y connecte une fois tous les 5 jours et je poste une vidéo, je regarde les commentaires et c'est tout ce que je fais. J'ai pas de notif, j'ai rien. Donc me contactez pas via TikTok, ça ne servira à rien. Mais ça me fait Non, juste trop rigoler. ouais, c'est assez marrant quand même les gens, la vie qu'ils ont et sans pour autant avoir d'expérience ou quoi que ce soit. Mais bon. On est là pour vous partager notre expérience, on n'est pas là pour vous vendre du rêve ou quoi que ce soit. Donc si vous êtes ouvert à ce genre d'informations, tant mieux. Si vous n'êtes pas ouvert à apprendre des choses, eh ben, tout simplement cassez-vous. Et après, si ce qui vous intéresse, c'est du rêve, j'ai vu une pub tout à l'heure d'un gars qui propose d'avoir 1,4 million de patrimoine en 4 mois. Ce que je trouve quand même plutôt performant. Et parce que moi, j'ai fait ça en 2 ou 3 ans et j'ai trouvé ça déjà pas mal. Mais si vous voulez, je mettrai les coordonnées, vous pourrez lui balancer 10 000 euros qui vous apprennent à faire ça en 4 mois. Ouais, comme ça, il vous apprendra et puis il vous dira même comment on fait pour les dépôts de garantie. Il vous apprendra tout. Voilà. Ouais, putain, les marketeurs. Et c'est ça, des fois, les gens, ils préfèrent un vendeur de rêve ou un vendeur de tapis ou un vendeur de chichi plutôt que des gens qui Ah, mais vont là, vraiment. c'est vraiment un vendeur de chichi, quoi. Le mec, tu crois, quand il écrit sa pub, il se dit quoi? Il se dit, ah putain, avec ça, c'est sûr, je vais vendre. C'est sûr. Ils vont tous me payer des milliers d'euros. C'est sûr, je vais me faire des couilles en or avec ça, je vais vendre à gogo, putain. Comment Les, ça, de patrimoine en 4 les mois. Ah, oui. tocards. Ah, mais bon, c'est comme ça. C'est comme ça, on vous souhaite que du meilleur, hein. Après, moi, j'ai une méthode où on peut gagner 100 millions d'euros d'un coup. Vous me payez 2000 balles et je vous apprendrai comment signer des tickets de loto. Ouais, Mais voilà, je vous apprendrai comment remplir les grilles. Et puis, moyennant 2000 euros, payable en 2000, 12 fois si vous voulez, je vous apprends à remplir une grille de loto. c'est pas cher. 2000 € et puis ouais, il y a des chances de gagner. Exactement. Ah C'est ouais, bah, comme tous les gagnants ont tenté leur chance, hein. j'avais vu ça, un gars qui avait vendu sa maison. Ce qu'il avait fait, c'est qu'il voulait, elle avait été, je crois que tu avais dû le voir, on en avait peut-être parlé. Le mec, il avait fait estimer sa maison. Sa maison valait 500 000 euros, un truc comme ça. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a imprimé plein de tickets de tombola, des tickets qui vendaient, je sais plus, 1 euro, je crois, un truc comme ça. Il en a vendu 600 ou 700 000.
Du coup, il y a une Ah, personne pas mal. qui a gagné la maison à 1 euro, mais il a gagné 700 000 euros au lieu de 500 000 euros. Un Et truc de ça fou. me dit quelque chose, ce truc-là, et je crois que c'est aux États-Unis. Puisque je sais pas si je m'étais pas posé la question à l'époque. Il me semble que dans la législation française ou européenne, ça marche pas. On peut pas faire ce genre de truc, ouais. Peut-être alors que c'était peut-être aux États-Unis. Alors, c'était en dollars alors, du coup. Ah ouais, Mais bah, ça me je dit sais. quelque chose, ouais. Ouais, j'avais vu un truc comme ça. Le gars, il avait fait des tickets de tombola. Il était là 1 euro, hop. Et puis les gens, ils venaient tous acheter son billet à 1 euro. Normal. Euh, Sauf qu'il en a vendu beaucoup des billets à 1 euro. Donc, il a gagné beaucoup d'argent, beaucoup plus que ce que la maison valait. Parce C'est qu'au pas début, conducteur. j'ai cru que tu allais me dire que le mec, il avait vendu sa maison pour acheter 500 000 tickets de loto. Je me suis dit, il faut quand même avoir une sacrée paire de couilles, mais non, du coup. Ouais, j'avoue que là, il faut, ouais, Ouais. faut Et payer ça. je sais pas pourquoi j'ai ça qui me traverse l'esprit. Juste un petit message de rappel. J'ai eu, en rentrant, une dizaine de messages sur mon répondeur, ce qui est à peu près rien, mais dans ces 10 messages, il y avait 2 personnes qui m'appelaient pour, me dire qu'ils avaient des terrains à vendre à Missillac et qui voulaient absolument me rencontrer pour les vendre. Et pourquoi ces gens que je connaissais pas m'ont appelé? Bah, tout bêtement parce que j'ai pris mon petit baluchon, un jour et je suis allé voir l'élu à l'urbanisme à Missillac en disant: «Voilà, je fais de la promotion, de l'aménagement, de l'investissement, j'aimerais bien, développer le logement dans la commune, diviser les terrains et cetera». Bref, j'ai fait, petit boulot de prospection et ben mine de rien, il a filé mon numéro à des gens. Ça va être la 5e personne à Missillac qui m'appelle pour vendre un terrain, dont, 2 projets qui avancent bien, et je vous encourage à sortir de chez vous et partir, en visite des marchés et parler de vos projets autour de vous. Bah, tout à fait. Évidemment, attendez la fin du podcast pour prendre les rendez-vous. Hein. Ouais, attendez, parce qu'à la fin du podcast, il va y avoir des informations très importantes et très intéressantes qu'on va vous dévoiler. Mais il faut Oui, rester. et d'ailleurs, tu as pas tort parce qu'il y a vraiment quelque chose qu'il faut qu'on dise, mais je le dis, mais tu sais pas que je vais le dire, mais je l'ai partagé déjà en story tout à l'heure, mais on va vous donner une information avant la fin du podcast. Pour ceux qui veulent investir de la trésorerie, on a peut-être quelque chose à vous proposer. Tout à fait. Ah, tu veux qu'on en parle à la fin? Vas-y, on en parle à la On fin. en parle à la Très fin bien. ou on en parle maintenant? On en parle Après, à la si on en parle à la fin, il y a une chance sur deux qu'on ait oublié d'ici 40 minutes, hein. Bah, tu peux en parler maintenant. Alors, vas-y, on Parlons-en laisse attendre. maintenant. Ok. En gros, il se trouve que vous avez devant vous un tueur dont le nom de Jérôme Berger qui trouve des projets dans tous les sens et que nous souhaitons faire ensemble des opérations de marchand de biens, mais que tous les deux, nous avons beaucoup de fonds investis dans pas mal d'opérations, d'investissements, de marchands pour Jérôme à droite à gauche. Et je ne sais plus où je voulais en venir, enfin, tout ça pour dire que on part sur plusieurs opérations et que nous allons chercher des investisseurs financiers pour nous aider à les financer. Et comment ça va se matérialiser? En gros, sur la première opération, on va chercher entre 100 et 150 000 euros, idéalement de une ou 2 personnes, parce que ça Mhm. fait un peu moins de gestion et c'est un peu moins compliqué à gérer. Et ce qu'on va demander à ces investisseurs, mais enfin, on dit une ou 2, mais si on ne trouve pas, on ouvre évidemment à des plus petits tickets de 5 000, 10 000, 15 000 à définir. Ça reste encore un peu flou. L'idée, c'est quoi? C'est que vous nous prêtez, entre guillemets, sous forme d'une obligation. Enfin, la forme juridique, on l'a pas exactement, mais on sait que c'est très facilement faisable. Vous nous prêtez de l'argent qui nous permet de nous aider à financer et à sortir une opération de marchand de biens ou plusieurs. Et en face de ça, nous, on vous rémunère sur les fonds que vous nous avez prêtés à 10% de rendement par an, ou peut-être plus, ou peut-être moins en fonction des opérations, de la rapidité, etc. Tout à fait. Tout à Voilà. fait. Le but, c'est de vous faire participer à nos opérations, nous aider à continuer nos investissements de notre côté, parce qu'on en a pas mal en parallèle. Donc, c'est de participer aux opérations en donnant un petit billet. Et nous, en contrepartie, ce qu'on fait, c'est qu'on vous donne un intérêt sur la somme que vous nous avez prêtée. Donc, un peu comme une banque, en fait. En gros, si pour donner un exemple chiffré, tu nous prêtes 30 000 euros sur 12 mois. Et bien, au bout de 12 mois, tu récupères 30 000 d'une part, plus 3 000 euros. Donc, tu récupères 33 000 euros sur la somme, sur la Et totalité. quel est l'avantage pour vous? Bah, l'avantage, c'est de placer de l'argent sans rien faire. Et plutôt que d'avoir un taux à 1,5% sur le livret A ou 5% ailleurs, vous pouvez avoir un taux à 10% qui n'est évidemment pas sans risque parce que, comme tout le monde, on peut faire des erreurs. Mais il y a des systèmes de garantie qui seront mis en place, peut-être des hypothèques sur le bien acheté. Voilà, on structurera les choses bien. Et l'idée de faire ça avec nous, ça se fait avec beaucoup d'autres marchands de biens, c'est de profiter de notre expérience, de l'expertise de Jérôme sur Bordeaux ou moi sur la région nantaise, et de vous permettre de diversifier un peu votre patrimoine financier. Tout à fait. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si ça peut vous intéresser. On cherche une enveloppe entre 100 et 150 000 euros dans un premier temps. Donc, c'est pas une grosse somme parce qu'en fait, on fait une levée auprès de la banque par la suite.
Mais voilà, c'est voilà le ticket qu'on recherche pour cette première opération qui devrait se signer d'ici peu, d'ici peu, d'ici peu. Et pourquoi on dit entre 100 et 150, c'est pas qu'on est à l'arrache, c'est juste que on a nos premiers devis qui arrivent d'ici 10-15 jours si les entreprises sont efficaces, qui vont nous permettre de vraiment affiner la projection et que l'on a également des rendez-vous bancaires qui arrivent, qui vont nous permettre de, voilà, de caler toute la finance. Mais de notre expérience, on pense que ce sera entre 100 et 150 000, 150 vraiment grand maximum. Grand max, exactement. Et voilà, donc pour l'instant, c'est un peu non officiel, mais ça va arriver. Ça va arriver, c'est à peu près sûr. Yes, bah, demain matin, j'y suis avec les archis, on commence prise de code, prise de mesure, toute la clique, donc ça va avancer, ça va avancer. Ça va être chouette, ça va être un beau projet. Ouais. Et mais du coup, ça fait Ça ça fait fait une une belle transi transition. ça fait une transition toute trouvée. Est-ce qu'on parle de finance sur, comment on trouve un financement, en tant qu'investisseur? Parce qu'on entend tout, on entend dire que c'est impossible, on entend dire que, les banques ne financent plus, que, c'est fini, que de toute façon, il fallait investir avant et que c'est trop tard parce que maintenant on peut plus emprunter parce que tu comprends, le taux à 35 et les taux des banques, enfin bref, voilà. Ouais, il y a toujours des excuses en fait. Les gens se trouvent. Et ouais. Mais après, je dirais à tout le monde a raison, ça a jamais été facile. Ça Quand on en parle, ça a toujours été plus facile avant, mais c'est même avant, c'était pas, il fallait pas secouer un arbre pour que les fonds tombent tout seuls, quoi. Bah, le truc en fait, c'est qu'avant, tu avais des taux d'intérêt qui étaient certes plus faibles. C'était une chose, mais quand tu devais acheter un bien, bah, tu devais te répandre dans la foulée, autrement le bien était déjà vendu. Donc c'est ça la différence, c'est que maintenant les taux d'intérêt sont certes plus élevés, mais maintenant il y a moins de concurrence aussi sur le marché. Donc l'un dans l'autre, et le marché aussi, suivant les communes, il commence à baisser. Donc certes, tu vas payer plus d'intérêt, mais le bien immobilier, tu vas le payer sûrement moins cher, probablement moins cher, ça dépend des communes. Ouais et Donc, donc l'un dans l'autre, on s'y retrouve. Et quand on sait qu'à l'époque de nos parents, quand ils étaient jeunes, les taux d'intérêt étaient entre 10 et 12%, autant ouais vous dire qu'on en est loin encore. et il y On avait en quand est même des rentiers à l'époque, hein. Il y avait des rentiers, il y a des gens qui achetaient des immeubles, il y a des gens qui achetaient plein de choses à cette époque. Donc autant vous dire que on est loin de ces 10-12%. Et l'idée de faire un crédit, parce qu'on parle un peu, on va parler un peu des intérêts dans un premier temps. Et l'idée de faire un crédit, c'est que ce soit votre locataire ou l'opération que vous allez faire qui va vous financer ce crédit. Mais évidemment, c'est pas vous qui allez payer ce crédit. Donc, certes, c'est un taux d'intérêt qui est plus élevé, c'est une chose, mais quoi qu'il arrive, sachez que c'est votre locataire, si vous faites du locatif, qui va continuer à payer votre crédit. Donc, c'est une levée de fonds et c'est un effet de levier auprès de la banque. Donc, sachez que c'est hyper important et hyper intéressant de le faire. Et deuxième chose, quand vous faites un crédit, donc vous avez des intérêts qui sont certes plus élevés, ces intérêts sont déductibles des impôts. Donc, si vous avez des intérêts, ça veut dire que vous allez déduire ces intérêts de votre revenu. Voilà. L'un dans l'autre, voilà, faut toujours essayer de retirer le positif de de ce qu'on est en train de vivre en ce moment, qui est particulier. On en a parlé avec Mathieu. Le marché est bizarre en ce moment. Il y a moins d'offres, moins de demandes. Et c'est particulier. Je m'en rends compte. Et puis, il faut aussi se sortir de la tête. On a pris des mauvaises habitudes ces 5 ou 6 dernières années avec des taux, enfin moi j'ai mon prêt le plus bas, il doit être à 0,95 Ah oui. sur 20 ans en société sans apport, ce qui est à dire, on m'a donné de l'argent gratos. Mais ça, c'est presque ça qui est pas normal. C'est que on a pris des mauvaises habitudes, on a pris l'habitude d'avoir un cash flow de malade, sans forcer, sans rien faire et c'est pas représentatif de la réalité Pas du tout. Pas du tout sûr. et on oublie un truc, c'est que la plus grosse génération de richesse ou de valeur, elle est dans l'amortissement du capital et pas dans le cash flow et le plus important, pour ceux qui veulent vraiment, faire quelque chose de pérenne et de durable, il y a certes le cash flow, mais il y a surtout d'amortir du capital et de générer, du patrimoine, entre guillemets «à long terme». Exactement. C'est pour ça que les intérêts sont certes plus élevés, mais c'est pas pour ça qu'on va s'arrêter d'investir. C'est continuer à investir. Et après, il y a quelque chose ça c'est sûr que maintenant qui a énormément changé, c'est que maintenant, quoi qu'il arrive, le sans-apport me paraît très compliqué. Honnêtement, maintenant, le sans-apport me paraît beaucoup plus compliqué qu'avant. Euh, Ouais, il faut les vraiment avoir un dossier nickel, quoi. Ouais, ça c'est plus délicat. Franchement, Mais ça là, on peut ouais. vous l'accorder. Je vous l'accorde. Mais ceci dit, j'ai 2 copains à Nantes, Amaury et Benjamin qui investissent là, qui sont entrepreneurs, qui ont une agence immobilière Rentimo qui marche, bien. Ils sont très performants d'ailleurs si vous voulez les appeler. Ils veulent, faire un projet de LCD. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail parce que je ne sais pas s'ils veulent en parler, mais ils font un projet de LCD et ils avaient un peu peur au moment d'emprunter. Je me souviens, ils m'ont dit: «Tu connais pas quelqu'un qui a,
pas mal d'argent à investir avec nous parce que pour emprunter, ça va être la guerre. Ils sont tous les deux juste investisseurs. Benjamin, il carbure en LCD et entrepreneur avec l'agence immobilière qui est jeune, donc il ne doit pas encore leur verser trop d'argent. Ils se sont dit, mais impossible qu'on trouve. Bah, finalement, ils ont réussi à emprunter à un taux pas trop dégueulasse. Bon, ça doit être 3,5 ou 4%, mais du moment, avec un apport à 5%. Ou peut-être même moins, me disait Amaury ou Benjamin, qui vont réussir à négocier. Donc, comme quoi, Comme quoi, comme ça quoi c'est dépend. encore possible. Et la bonne nouvelle pour ceux qui font de la LCD, c'est que les revenus des locations courte durée ont été pris en compte à quasiment 100%, il me semble. Ça, c'est assez oufissime. Et ça, c'est autant dire, c'est gavage, quoi. Ouais, ça, c'est assez fou et assez rare parce qu'on sait que les banques, en général, le LCD, elles ne prend pas en compte. Elles aiment pas le prendre en compte parce que c'est tellement aléatoire. Bah, alors que quand tu es dans une commune, dans une grosse commune comme Nantes ou Bordeaux, le LCD, c'est pas vraiment aléatoire, hein. Tu sais très bien que ça marche hyper bien. Moi, je vois, j'ai des taux de remplissage à 90-95%. Ouais, Donc, c'est incroyable. c'est pas vraiment aléatoire. Donc, faut pas se leurrer. Mais oui, bah, encore une fois, ça dépend de l'interlocuteur que tu as en face. Ça Ouais, dépend. bon, je ne sais pas quelle banque ils ont vu, comment ils ont présenté le dossier. Je sais qu'ils l'ont fait de manière ultra professionnelle parce que c'est leur boulot, mais comme quoi, quand on veut, on peut. Et tu vois, enfin, on peut encore trouver des prêts. J'entends tous les mecs, oui, de toute façon, ça sert à rien, on peut plus emprunter, c'est fini. Il fallait le faire Ouais. avant. Tu sais, c'est les mêmes gars qui disaient il y a 3 ans, mais ça sert à rien d'acheter maintenant, c'est trop cher, faut attendre 2 ans. Ah, Ouais. enculé, ouais. Attendez Bah, toi, encore, attendez encore, attendez encore, toi, du coup, attendez. t'as rien fait. C'est les mêmes mecs qui, dans 20 ans, te diraient oui, mais aujourd'hui, l'immobilier était trop cher, il fallait acheter il y a 20 ans, dans les années 2020, quand c'était pas cher. Putain. Ouais, c'est ça, c'est toujours le meilleur moment, c'est toujours hier avec eux, c'est toujours Ouais. hier. Quand t'écoutes les gens, Attendez, nous, on a moins de concurrence comme ça, au moins, c'est parfait, hein. bah, C'est c'est très bien. incroyable. Je vois, il y a une maison à Missillac avec la possibilité de détacher 1 ou 2 terrains derrière. Elle est à vendre depuis 5 mois. Impossible. Il y a 2 ans, c'était vendu dans la journée, quoi. Ouais, mais c'est pour ça, c'est le marché. Moi, je le vois dans ma commune, il y a des biens qui restent beaucoup plus longtemps maintenant en vente. J'ai visité un bien la semaine dernière, pas plus tard que la semaine dernière. Ouais. Le gars, il était en vente depuis un an, je crois, un truc comme ça. Un an, ouais. Bon, ben, vous avez actuellement fait un saut dans le temps, puisque dans la réalité, le podcast a coupé après. On a encore enregistré 20 minutes après ce que vous venez d'entendre. Mais pour une raison que l'on ignore, le logiciel d'enregistrement a décidé de ne sauvegarder qu'une demi-heure sur les plus de 45 minutes qu'on avait fait. Donc nous repartons maintenant, aujourd'hui, de bonne humeur, hein, Jérôme? Exactement, on est de bonne humeur, on est dès le matin, on est en forme, ah ouais, On est détendu, content d'être là. très détendu. Et du coup, on était en train de parler, si ma mémoire ma mémoire est bonne, des prix immobiliers, qui chutent, des ventes qui se calment. Mais tout ça, c'était hier et on a décidé du coup de rattaquer tout de suite, directement dans le vif du sujet, qui intéresse tout le monde dans le podcast. Parce qu'il faut quand même dire qu'au bout d'une demi-heure, on n'avait toujours pas commencé à parler du sujet, hein. Non, on part un peu dans tous les sens, mais après, c'était normal, ça fait un petit moment qu'on n'avait pas fait de podcast, donc Voilà. on avait beaucoup de choses à dire. Puis en fait, avec Jérôme, on ne se parle jamais en dehors des podcasts, ce qui fait que ça nous permet aussi d'échanger un peu. C'est C'est pratique. important. En fait, ça s'appelle la Voilà, gestion du temps et des priorités. c'est ça. On fait tout en même temps. Tout en même temps. Tu vois, si on a besoin de se dire des choses, on le fait maintenant. C'est maintenant qu'il faut le dire. Voilà, Après, c'est plus le pratique. téléphone, il est coupé, on parle plus à personne. Non, on parlait du financement. On a dit qu'on allait parler du financement. Je ne sais pas si on avait commencé à en parler, je pense. Non, on n'avait pas encore Non, commencé. ça avait coupé, ok. Donc, en fait, l'idée, c'est qu'aujourd'hui, on va vous parler donc comment obtenir son financement, que ce soit en nom propre ou en société, en locatif ou en marchand. On va vous parler un peu des taux actuels, voilà, le montage des demandes de financement, à qui faire appel, quelle banque, etc. Donc, en gros, pour vous résumer un peu la discussion du jour, ça va tourner autour du financement. Un point qui est quand même assez clé, assez important dans vos investissements, c'est quand même la base. On sait qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans la recherche de biens, qui recherchent des biens. Et en fait, au moment de faire la demande de financement, ils ont un ou deux refus et ils s'arrêtent. Et à ce moment-là, ben, en fait, le soufflet, ben, il s'éteint petit à petit et ils arrêtent l'immobilier. Ça arrive sur beaucoup de gens qui sont énormément motivés, qui partent à la recherche de biens immobiliers, qui visitent. Et au moment où ils font la demande de financement, ils n'ont pas de crédit. Du coup, ils abandonnent la totalité. Moi, j'en connais beaucoup qui ont fait ça, en fait, tout simplement. Et quand est-ce qu'ils abandonnent? Bah, en général, quand ils ont eu un refus. Ouais, c'est vraiment typique, hein, de beaucoup de gens. C'est vrai qu'à partir du moment où ils ont un refus, en fait, ils se rendent pas compte que les autres banques peuvent éventuellement suivre. Parce que c'est ce qu'on évoquait, c'est que le problème, c'est que beaucoup de gens
vont voir leur banque en priorité. Et la problématique de votre banque, c'est que, elle n'a aucun intérêt de vous faire soit un bon taux, soit d'accepter votre demande. Pour la simple et bonne raison que vous êtes déjà client chez eux, en fait. Mais une banque concurrente, l'intérêt qu'elle a de vous faire un bon taux ou de vous financer, c'est de vous récupérer en tant que client. Parce que bien sûr, certaines banques vont dire: «OK, monsieur Berger ou monsieur Paco, on vous finance sur ce projet-là, à condition que on récupère vos comptes, on récupère votre épargne et cetera». Donc c'est là-dessus, c'est cet effet-là qu'il faut essayer de jouer avec les banques pour pouvoir négocier et pour pouvoir obtenir votre financement. Ouais, parce que surtout qu'avant, on va dire que les banques ne gagnaient absolument rien avec les crédits quand on voyait les taux. C'est clair. Ceci dit, le calcul, il est pas aussi simple que de juste prendre le taux du crédit parce que les banques, elles mettent, c'est comme les investisseurs, elles ont un effet de levier sur les crédits. Elles mettent 6 ou 8 de fonds propres, donc mine de rien, elles pleurent, mais elles doivent quand même gagner un peu d'argent. Mais Mais c'est pas là-dessus qu'elle se faisait de l'argent avant. Honnêtement, non, parce que pendant 10 ce qui ans, rapporte le c'est pas sur plus, les crédits, c'est sur le fait de proposer un crédit à un client, le fait que le client accepte et du coup qu'elle récupère un client. C'était là-dessus qu'elle ouais, et puis après, tu lui vends des produits d'épargne, des Pinel, des forfaits de téléphone, une assurance habitation, voilà, des assurances machin, tu leur vends tous les autres produits qui rapportent vraiment de l'argent, quoi. tout à fait, tout à fait. C'est exactement ça, c'est là-dessus qu'elle se faisait réellement de l'argent. Mais maintenant, c'est en train de tourner dans l'autre sens. On n'est pas encore sur des taux, voilà, des taux hyper élevés. On est sur des taux beaucoup plus élevés que ce qu'on a connu, ça c'est sûr et certain. 2019-2020, on avait des taux. Voilà, ou même, tu disais que tu avais un taux qui était inférieur à 1. Moi, personnellement, j'en ai jamais eu, mais le taux le plus faible que j'ai eu, c'était un 10, je crois. Un 10 et à l'heure actuelle, c'est fini. C'est fini à l'heure Ouais, mon meilleur emprunt, c'est 0,95 sur 20 ans en société. oh, c'est oufissime. Ou 20 ans ou 15 ans, je sais plus, mais c'est dans ces eaux-là, Ouais. en société, et ouais, c'est quand même pas mal sur des montants, conséquents en plus. Ouais, mais c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'en fait, avant, on pouvait s'endetter sans pour autant, que l'argent nous coûte beaucoup enfin, pour que ça nous coûte vraiment beaucoup, en fait. Ça coûtait à la banque, mais nous, ça nous coûtait strictement rien du tout. Donc Ouais. beaucoup de gens ont utilisé cet effet de levier de la banque. Mais les taux maintenant actuellement, pour parler un peu des montants des taux, moi j'avais discuté avec mon banquier, enfin un de mes banquiers, il y a pas plus tard que la semaine dernière, justement. Actuellement, il me disait en locatif non propre, il est à, que je dise pas de bêtises, sur 20 ans, il est à 3,30 ou 3,35, je ne sais plus. Locatif non propre, locatif société, ils sont élevés, hein. C'est une banque, assez chère quand même. Ils sont à 4,20, un truc comme ça. Donc Ouais, ça pique, hein. ça commence à taper un peu, hein. Ça commence à taper un petit peu quand même. Ouais, mais faut dire sur les dernières années, on a quand même pris des mauvaises habitudes parce que les taux ont toujours été, entre 3 et 4 ou 5 ont toujours été, élevés. Quand tu parles avec les anciens, il y en a qui se souviennent avoir emprunté, jusqu'à 10 à une époque, hein, Bah, c'est ça, c'est comme le ça. crowdfunding, Ils se sont dit: «On a été, et mal habitués en fait». ouais, on a été mal habitués et on a été, on va dire, entre guillemets, «dans une anomalie de taux». Heu, bon, je suis pas un expert en économie, hein, donc ça se trouve, on va me dire que je dis des conneries, mais à mon sens, c'est un peu une anomalie de taux qu'on a eue, et on a pris la mauvaise habitude de pouvoir faire du cash flow, hyper facilement, comme si c'était normal d'avoir, plus de cash flow que, de remboursement de loyer, enfin de crédit. Ce qui finalement est pas forcément représentatif de manière historique dans l'immobilier, de faire du cash flow énorme sans mettre d'apport en empruntant sur 20 à 25 ans, enfin tu vois le Bah, il y a pas de logique en soi, il y a qu'en France qu'on avait ça en fait. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui ont ouais, profité, qui ont emprunté énormément d'argent à des taux, minimes à 1%, 1,15. Tu imagines, tu empruntes, 300 400 000, 500 000 à 1%. C'est ridicule en fait. C'est ridicule, ouais. le levier est énorme en fait. Et tu vois, là, pour revenir sur le montant des taux, un truc tout con, moi, ce que je fais, quand j'ai pas un retour de mon banquier, je vais sur meilleur taux, pardon, pas meilleur agent. Je vais sur meilleur taux, vous allez sur baromètre des taux immobiliers, je suis en direct dessus. J'emprunte sur, par exemple, vous mettez 20 ans, région, je mets sud-ouest, et en fait, il m'indique que dans la région du sud-ouest, le taux excellent qu'on peut essayer d'obtenir, c'est 3% en nom propre. Le très bon taux, c'est 3,15 et le bon taux, c'est 3,25. Donc on est dedans, hein, on est vraiment dedans. Sur 25 ans, taux excellent, on est à 3,19, très bon taux 3,33 et bon taux 3,41. Ça, c'est une chose aussi. Avant, on essayait de faire un maximum sur 25 ans. Moi, maintenant, c'est fini, hein. Maintenant, je prends que du 20 ans parce que 20 ou 15 ans, parce que moi j'ai quelques crédits de 15 ans, c'est quand même hyper agréable, ça fait déjà bientôt 5 ans.
Ça va vite, hein, mine de rien. J'ai déjà fait 30% du remboursement. Ouais, ça va vite, mais Enfin, 30% de... Ouais. à l'époque, je sais que moi, je faisais au maximum en termes de durée parce que ça évite de bouffer trop ton taux d'endettement, en fait, tout simplement. Ouais. Un crédit sur 10 ans ou 15 ans et tu as un crédit sur 25 ans, la mensualité est différente, donc le taux d'endettement est différent. Donc ça te permet, certes, l'intérêt est peut-être plus cher, mais ça te permet de cumuler beaucoup plus d'opérations. Mais bon, là, Ah bah, c'est clair. entre, tu vois, entre 20 et 25 ans, le taux excellent, ils appellent ça le taux excellent, sur 25 ans, tu es à 3,20 et sur 20 ans, tu es à 3. Oh, je me souviens, il y a encore 2 ans, on était à 1, 2, quoi. Ah, je m'en fous. Bah oui, c'est un truc de fou. Moi, quand Et avec des mecs qui pleuraient toujours, oui, bon, je trouve que le taux de 1,15 est un peu cher. Est-ce que vous pensez pas que je devrais aller voir d'autres banques? c'est exactement ça. C'est pour ça, on se rend jamais compte de ça. On n'est jamais content de ce qu'on a. Mais tu vois que là, le 3%, on est heureux de l'avoir. Parce qu'à tout moment, à la fin de l'année, on sera à 4 ou 5%, tu vois. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention. Même si j'ai l'impression que depuis 1 ou 2 mois, j'ai pas l'impression qu'il y ait d'autres augmentations sur les taux. Ouais, je sais pas. Mais c'est vrai que Je- nous, quand on a fait mon dernier crédit en nom propre en mars ou avril 2022, ça fait déjà un an. Ah oui, ça fait déjà un an. Ah oui, ça fait un an. Ah oui, ça passe très très vite. La banque, il y a une des banques qui me proposait 1,90. J'étais là, mais non, c'est pas possible, c'est beaucoup trop élevé en fait. Et moi, j'avais pu avoir beaucoup plus bas, hein. J'ai eu un 35, je crois, ou un 40, parce que j'ai négocié beaucoup de choses avec le banquier. Mais tu vois, comme quoi, on nous proposait un 90 et on n'était pas content. Alors que maintenant, la même banque, elle me proposerait 3,20, 3,30. ouais. Donc il y a toujours beaucoup de gens vont parler timing, vous avez eu de la chance, vous avez acheté au bon moment, machin. Bon, arrêtez avec ça, la chance, il n'y a pas de chance. Les taux, c'est pas parce qu'il y a des taux élevés en ce moment qu'avec Mathieu, on va s'arrêter d'acheter. Loin de là. Ça, je Bah non, pas justement, certain. on est en train. Ouais, on va continuer Et d'acheter. surtout, on parle toujours des années précédentes comme si ça avait été facile et que c'était mieux avant. Ça, franchement, putain, j'arrête pas de tousser. Je sors le micro, je tousse, quoi, c'est incroyable. Hem, C'était pas plus facile avant. En fait, dans les souvenirs, ça semble pas difficile parce qu'on garde que les bons moments. Mais bon, tu vois, là, je me dis que j'aurais dû réécouter la première demi-heure qu'on a enregistrée, parce que je suis pas sûr de pas l'avoir déjà dit, mais quand j'ai été bloqué par la BNP, ma première banque, bon, déjà, petit tips, j'ai fait une simulation sur le site de la BNP, et donc mon agence m'avait bloqué et j'ai eu BNP qui m'a appelé en disant: «Vous avez fait une simulation, on veut vous financer». Je leur ai dit: «Bah non, vous m'avez fait un refus en agence». Ils m'ont dit: «Non, mais l'agence c'est différent, nous on est BNP en ligne, donc nous on vous finance». Donc comme quoi, faites une simulation sur le site de votre banque, ça coûte rien d'essayer, s'ils vous rappellent. Et ce que je voulais dire, c'est qu'au moment où la BNP m'a bloqué, j'ai emprunté, enfin j'ai fait ensuite, la tournée des banques, classique quoi, en me disant: «Bon, bah, c'est pas grave, ça va être facile à la première banque, je vais pouvoir emprunter». Que nenni mon gars! Ouais, mais non. J'ai eu, 17 refus. J'avais 2 courtiers aussi qui bossaient. C'est la 18e banque, qui a accepté de me suivre. Bon, moi, quand j'en reparle maintenant, j'ai l'impression que c'était facile, normal, et que j'ai jamais eu de galère, tu vois? Mais je me souviens que, ouais, 17 refus, c'était un peu lourd quand même. Tu sais, tu fais ton petit dossier, tu repars à la banque avec tous tes documents, on te dit: «Oui, oui, oui, bien sûr, monsieur Paco», et puis une semaine après: «Ah bah, en fait, non, on n'avait pas vu ça, comprenez, c'est un peu compliqué en ce moment». Ouais, foiré. Ouais, c'est ça, c'est pour ça, c'est ce qu'on avait dit, le fait de, attention aux banquiers qui vous disent: «Oui, monsieur Berger, on vous suit quoi qu'il arrive à hauteur de 200 000 €». Une fois que vous avez trouvé le bien, ben vous revenez, on vous dit: «Ben non, en fait, on vous suit plus parce qu'à l'époque, il y avait ça comme condition, il y avait ça, ça, ça change et cetera». Donc honnêtement, faites un calcul rapide, à peu près, voir combien vous pouvez emprunter maximum pour, ne pas être totalement illogique, et ensuite cherchez le bien, et une fois que le bien est trouvé, vous allez négocier votre crédit et vous montrer à la banque comme quoi vous savez de quoi vous parlez, et que vous avez anticipé tous les points qui peuvent le perturber ou les perturber au banquier en tout cas du moins. Pour s Et de là, ouais. de suivre un ordre un peu logique dans notre podcast du jour, parler des taux, qu'est-ce qu'on avait noté? Comment préparer une demande de financement du dossier bancaire. Est-ce que tu nous parlais de tes beaux dossiers bancaires, Mathieu? Ouais, oui, avec, grand plaisir. En fait, moi, ce que je fais, c'est très simple, c'est que je fais le dossier de financement pour le banquier. Alors il est, évidemment un petit peu plus, peut-être un peu plus long et moins résumé que ce que lui fera pour sa hiérarchie, mais moi, je prépare un dossier où en gros, je vais expliquer tout. Je prends une trame de présentation, jolie, enfin que moi je trouve jolie, c'est celle qu'on avait dans la boîte, enfin dans la boîte familiale, mais on en trouve plein en ligne. Et qu'est-ce que je mets dedans? Bah, je mets, tout ce qui me concerne. C'est-à-dire que la première page, ça va être une présentation de moi, tout bêtement, ou de moi et des associés que j'ai,
sur le projet. Donc, quand il y avait Roxane, par exemple, on se présentait à deux. D'accord. Et dans ma présentation, je mets quoi? Bah, je mets ce qui va intéresser le banquier en premier lieu, c'est-à-dire mon âge, mon salaire, comment dire, mon contrat de travail, CDI. Et ensuite, je mets tout ce qui est mon cash flow immobilier ou cash flow de mes investissements, mon reste à vivre, mes placements trésorerie. Je lui mets absolument tout. Ensuite, je lui mets ce que j'aime bien faire. Donc, Le reste, par c'est exemple, vrai que ça fait longtemps que j'avais pas employé ce terme. ah ouais. Et je mets un reste à vivre. Et je me souviens à l'époque, quand je faisais le dossier, le banquier prenait que 70% des loyers. Il prenait en compte 70% des Ah, loyers. ça Et moi, je sais que j'avais remarqué que ça dépendait des banques. Ouais, il y a des banques qui prenaient 70, d'autres qui prenaient 90, ça dépendait vraiment. ouais, bah, Caisse d'épargne, il y a 3 mois, m'a dit qu'il prenait 90%. Ouais, tu vois? Tu vois, ça dépend. Bah, je mettais en gros, après 70% des loyers, il me reste tant. Ce qui considérait qu'avec 30%, tu payes toutes les charges. Ce qui est pas forcément vrai, mais moi, je mets ce que le banquier veut voir. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Bah, je lui raconte la petite histoire de pourquoi j'achète de l'immobilier dans tel endroit et sous telle forme. Moi, voilà, je disais bah, des immeubles dans des petites villes parce qu'il y a de la demande locative, que le marché est vétuste, patati patata. Enfin, j'en fais 2 paragraphes que moi je trouve bien, même si je suis pas trop un écrivain. Il faudra peut-être que je relise quand même, parce que ça doit être une catastrophe en vrai. Je mettais ma zone de recherche. Ensuite, une synthèse de mon patrimoine actuel, avec une petite frise chronologique, les dates d'achat, les lieux, le nombre de lots, les appartements. Et après, dans les pages qui suivent, je mets une description détaillée de chaque appart ou immeuble. Et je finis par le projet à financer où je mets 2-3 photos, j'explique le projet, le pourquoi du comment de ce projet est bien. Je mets les loyers estimés, les frais de notaire, les travaux, enfin un business plan quoi. Et j'utilise un truc qui est pas mal d'ailleurs pour calculer le cash flow, ça s'appelle Instant Cash Ouais, Flow, qui est une petite application disponible sur mobile ou ordinateur, ou même juste via Safari, hein, tu es sur internet. Et en fait, avec des curseurs, tu as 10 lignes, même pas, où tu mets ton prix d'achat, tes frais de notaire, tes travaux, ton apport personnel, le taux de ton emprunt, et ça va te sortir directement à la fin le cash flow mensuel que tu vas avoir, avant impôt. avant impôt. Donc moi, je mets ça pour la banque. Quand je lui mets, voilà, si je fais un emprunt de 20 ans, j'ai 300 balles de cash flow. Si je fais un emprunt de 15 ans, j'ai 120 € avant impôt. Comme ça, au moins, c'est clair, net et précis. Ouais, ça te permet d'anticiper. Anticiper au maximum les questions du banquier, en fait. C'est vraiment ça qui est important dans votre dossier de financement. Heu, c'est vraiment à la fin, en fait, une fois que vous avez fait la présentation, l'idée, c'est que le banquier, bah, il vous pose pas de questions, en fait. À partir du moment où il pose pas de questions, c'est que vous avez pensé à tout, que vous avez Ouais, c'est ça. chaque détail et chaque point, éventuellement, qui pourrait perturber éventuellement le banquier. Parce qu'il y a certains banquiers, l'investissement immobilier, ils en ont peur. Il y en a d'autres, ils comprennent très bien. Mais c'est ça, en fait. L'idée, c'est que quand vous allez voir un banquier avec votre dossier de financement, faites un bon dossier, voilà, état civil, comme disait Mathieu, votre patrimoine, votre épargne, et cetera. Vraiment tout ce que, toute votre présentation personnelle, et montrer que vous avez anticipé chaque problématique éventuelle qui pourrait se présenter. Voilà, si j'ai un locataire qui paye pas, eh ben, en fait, étant donné que j'achète un immeuble de rapport, eh ben, j'ai les 4 autres locataires qui peuvent payer et qui vont pouvoir assumer la totalité du crédit. Voilà pourquoi j'achète un immeuble de rapport. Bref, vraiment ce genre de choses. Il y a vraiment toutes ces choses à anticiper. Pourquoi je fais du meublé? Pour payer moins d'impôts. Donc, tu montres que tu payes pas d'impôts pendant X années. Toutes ces genres de choses. Et en fait, à force d'expliquer tout ça au banquier, le banquier va se rendre compte qu'en face de lui, il n'a pas un simple particulier qui achète un bien parce qu'il s'est levé un matin, il a regardé Stéphane Plaza à la télé. Juste, C'est ça. il va se rendre compte qu'il a en face d'une personne qui sait de quoi elle parle, sait pourquoi elle fait de l'immobilier, et en connaît déjà beaucoup plus que lui, en fait. Parce que le banquier, en fait, le banquier simple, on va dire entre guillemets «le simple banquier», faut pas croire, c'est un commercial, hein, croyez pas que c'est une personne qui va vous apprendre grand-chose sur l'immobilier. Ils n'y connaissent que dalle en immobilier. Mis à part, vous tombez sur des bons banquiers ou un directeur d'agence, parce que la plupart du temps, c'est ce qu'on vous conseillera, c'est aller taper directement à la porte du directeur d'agence. Beaucoup diront: «Oui, mais je suis quelqu'un, qui a jamais investi, on m'acceptera pas dans le bureau du directeur». Ben ouais, mais insistez. Insistez parce que le directeur d'agence, il aura on va dire, des validations beaucoup plus importantes et il comprendra beaucoup plus ce que vous allez lui expliquer. Le Bah, ouais. conseiller standard, vous allez lui parler de cash flow, de calcul de rentabilité, il va rien comprendre. Franchement, moi, j'ai eu des banquiers qui comprenaient que dalle. C'était un calvaire total. Ouais, c'est pas parce que le mec est banquier qu'il est spécialiste de l'immobilier, bien au contraire, hein. Lui, ce qu'il sait faire, c'est ouvrir un livret A, un livret bleu, les placements PEL, je sais pas quoi. Ouais, les cartes gold, les machins, tout, c'est vraiment ça, en fait. Ah, Ouais, c'est des c'est vendeurs, ça. c'est des commerciaux, faut pas croire, hein.
Et le gros avantage de taper, le directeur, alors c'est pas vrai dans tous les réseaux et dans toutes les agences, mais c'est que dans certaines banques, alors il y a quoi dedans? Il doit y avoir le Crédit Agricole, enfin les groupes un peu plus indépendants, BNP, je sais que c'est peut-être moins le cas. Le directeur d'agence, il va avoir ce qu'on appelle une délégation, c'est-à-dire que pour, moins de 500 000 € de prêt, il peut, prêter entre guillemets «sans qu'on regarde», sans qu'il y ait une validation au-dessus de Ouais, lui. sans qu'il y ait une évaluation de la région au-dessus de lui, tout à fait. Et après les gars, ben, c'est et les filles, c'est du commerce. C'est-à-dire qu'il va falloir vous vendre, donc vous vous habillez bien, pas besoin de mettre, costard cravate, mais faut s'habiller correctement, faut connaître son histoire et bien la raconter, vendre, expliquer pourquoi est-ce qu'il faut qu'il mise sur vous et qui plutôt que le rendez-vous qu'il a eu avant ou qu'il va avoir après vous. Tout à fait. Concrètement, c'est une pièce de théâtre, hein. Moi, c'est ce que j'explique tout le temps. Moi, cette partie-là, c'est la partie que j'adore, parce que c'est la partie où je réussis très souvent en général. J'ai rarement eu des refus bancaires. C'est vraiment une pièce de théâtre. C'est vraiment, tu présentes ton projet, tu expliques ton projet. Au pire des cas, tu as un refus. OK, pourquoi vous m'avez refusé? Vous m'avez refusé parce que, ça vous plaît pas mon investissement pour telle ou telle raison. OK, beh, la prochaine présentation, à la prochaine banque, au prochain banquier, beh, je vais changer ma version. Moi, c'est exactement comme ça que je faisais. Moi, la raison pour laquelle la personne présente m'avait refusé, j'adaptais ma demande par rapport à l'autre banque. Et en fait, Ouais, il faut vraiment demander à chaque fois, hein. ouais, exactement. Tu demandes pourquoi. Pourquoi vous me refusez? Oui, parce que vous n'avez pas assez d'épargne. OK. Bah, écoutez, la prochaine fois, Ouais, beh, je vais faut demander pourquoi et qu'est-ce qu'il faudrait changer dans le dossier pour que ça passe. exactement. Et ils vont vous répondre. Donc, en fait, au fur et à mesure, vous allez peut-être faire 5, 6, 10, 15 banques, mais au fur et à mesure, vous allez trouver la banque qui va comprendre votre dossier parce qu'il aura été modifié au fur et à mesure. Et puis, au final, il va être accepté. Donc, c'est vraiment le point important. Et à la fin, pour, entre guillemets, clôturer sur la partie dossier de financement et demande de financement auprès du bancaire sur moi j'appelle ça le business plan. Moi, ce que je mettais à la fin, c'est ce que la banque gagne, l'intérêt de la banque de me financer. En gros, je mets un dernier chapitre à la fin en disant, si vous me financez, si vous me financez, je prends une carte gold chez vous. Si vous me financez, je mets tant d'épargne chez vous. Si vous me financez, je rapporte mon compte qui est dédié à mon immeuble, mes rapports locatifs chez vous. Donc voilà, montrez-leur que, OK, ils vont vous faire un crédit immobilier, mais c'est pas juste une ligne de crédit où ils vont gagner 0 € en fait. Montrez-leur que vous allez leur faire gagner quelque chose. Et le banquier, il a des objectifs à l'année. Il faut qu'ils vendent tant de cartes de crédit. Il faut qu'ils vendent tant d'assurance vie. Et en fait, si vous arrivez à lui faire atteindre ses objectifs, vous allez devenir son copain au banquier. Il Exactement. va vous aimer. Il a besoin de vous. Et moi, je pars du principe que quand vous avez, entre guillemets «décroché», on dit pas ça comme ça, mais quand vous avez trouvé un banquier qui vous suit sur vos projets, il faut, le tondre, enfin, pareil, l'expression est pas bonne, mais il faut, entre guillemets, «en profiter le plus possible». C'est-à-dire, il vous finance un premier projet, si vous en avez un deuxième, vous l'amenez à lui d'abord et s'il est prêt, à vous suivre, vous y allez. Vous allez pas dire: «Ah ouais, mais il est 0,10 plus cher que je pense que je pourrais avoir dans la banque d'à côté, donc vu que je suis un gros con, je vais aller négocier à côté». Non, ce qui compte, c'est pas forcément le taux. Ça joue, hein, faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais la priorité, c'est d'avoir le financement. Ouais. Donc si vous avez un banquier qui est prêt à vous suivre, vous allez pas lui faire un enfant dans le dos en allant voir ailleurs. Vous l'essorez, le plus possible, gentiment, en le respectant et une fois qu'il vous dira: «Non, là, c'est fini, c'est mort, on n'ira jamais plus loin, attendez 10 ans», bon, bah, là, vous passez à autre chose. Bien sûr. C'est en fait, essayer de fidéliser au maximum, le banquier, et de rester au maximum avec le même banquier. Moi, s'il y en a un qui m'expliquait beaucoup, il me disait: «Commence par une petite banque, deviens un gros client dans cette petite banque et une fois que tu deviens un gros client de cette petite banque, rechange de banque et là, Ah deviens ouais un petit client dans une autre grosse banque» et ainsi de suite. et là, je me dis que j'aurais vraiment dû réécouter ce qu'on a dit, hier, mais bon, ça nous a tellement cassé que j'ai eu la flemme. Mais ce que je disais, comment j'ai eu mon prêt, là, quand j'ai eu tous mes refus, c'est qu'à un moment, je me suis dit, en fait, j'étais à Nantes, j'empruntais à Sablé ou à la c'est Sablé. Et je me suis voilà, je tapais toutes les banques à Nantes, toutes les banques, en région parisienne où je bossais et à un moment, je me suis dit: «Mais attends, Sablé, il y a peut-être des banques, dans ce village moyenâgeux» et et du coup, il y avait bien des banques. En fait, j'ai calé une journée, j'ai appelé toutes les banques, j'ai pris un rendez-vous, toutes les heures pendant une journée et la première banque, je rentre dedans et le gars, il m'emmène au bout de son bureau et il me dit: «Regardez, par la fenêtre, on voit votre immeuble, il est juste là, du coup, nous, c'est sûr, on vous finance, aucun Ah problème». mais ça, c'est ce qu'on ouais, c'est ce qu'on disait. C'est vrai, je sais plus si c'était dans la première partie ou pas. Et c'est ce jour-là que j'ai réalisé que ça valait en fait, je l'ai fait un peu par hasard, je sais pas pourquoi, ça m'est passé par la tête et j'ai réalisé que c'était hyper intéressant quand on achetait un peu comme moi dans les petites villes, d'aller faire financer son bien dans la banque locale.
Ça a 2 avantages. D'une, ils connaissent la ville. Le mec, il a pas peur de financer à Sablé parce que pour lui, il y vit tous les jours et ça lui semble très bien et peut-être qu'il va pas en boîte de nuit parce qu'il y a pas, mais il voit qu'on peut vivre ici. Alors que le banquier de Nantes, il se dit peut-être: «Ouh là, Sablé, mais attendez, Bah, il y a des gens toute là-bas?» la partie analyse de la ville, et ben, en fait, tu la bâcles, en fait. Enfin, tu la bâcles pas, mais tu en as plus besoin parce que lui, il connaît la ville, en fait, tout simplement. Ouais, et deuxième avantage, c'est que potentiellement, quand on investit un peu, ben, on est un plus gros client pour ces banques-là que qu'on le serait dans une banque nantaise C'est ça. ou une banque à Paris. Bon, je dis pas qu'on devient ultra riche pour ces banques-là, mais on devient peut-être plus intéressant. On leur dit: «Bah, voilà, j'ai 10, 15 appartements, des immeubles, machin, je veux investir». Et ils se disent peut-être que, on est un client plus intéressant que, ce qu'ils ont l'habitude de voir. Alors qu'à Nantes, on est le tout venant, on est, coincé entre un médecin, un chef d'entreprise qui a des millions sur son compte et tout ça, où là, pour le coup, on n'existe même pas, quoi. Bah, ouais, c'est pour ça. N'hésitez pas à aller dans des petites banques au début. Une petite banque et devenez le client de cette petite banque. C'est juste ça qui est important de faire parce que vous allez être prioritaire sur les avantages qu'ils peuvent éventuellement donner à des clients. Donc voilà, et une fois que vous devenez le gros client de cette banque, et ben OK, ben vous pouvez plus me prêter, monsieur le banquier, tant pis, je vais aller voir ailleurs. Et puis d'autres banques seront Exactement. très contents de vous récupérer. Et quelque chose que je fais systématiquement, une fois que j'ai eu mon emprunt et que j'ai acheté, j'achète, des bouteilles de champagne que j'envoie à la banque, à mon conseiller. Et je me fous pas de leur gueule, j'achète, normalement des magnums de Ruinart, du blanc de blanc ou autre, donc ça va coûter, 200, 300 voire 400 balles. Donc oui, c'est de l'argent, mais finalement le mec il m'a prêté 250 000, donc c'est rien du tout. Il est ultra content, enfin en général à chaque fois ils sont hyper contents ou ils mentent, très bien, je sais pas. Mais non, en général ils sont contents Ah oui, ça et ils se souviennent de vous. ah oui, bien sûr, ils Et c'est pas grand chose et le mec qui vous a prêté 250 000, vous pouvez lâcher 300 balles dans une bouteille ou dans une caisse de champagne pour lui envoyer, il est content, parce qu'il vous a fait un cadeau de 250 000 balles en gros. il vous a financé votre immeuble, donc n'hésitez pas à en fait, c'est donnant-donnant comme on dit tout le temps, donc n'hésitez pas à donner pour pouvoir recevoir. S'il faut, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, s'il faut, dire au banquier: «Oui, je vous prends votre abonnement de carte Gold à 15 € par mois», faites-le, faites-le. À un moment donné, il faut pas faut pas qu'on soit juste les seuls gagnants, en fait. Il faut que la banque gagne aussi quelque chose parce qu'autrement, au bout d'un moment, vous allez arriver face à un mur et si vous voulez juste, gagner vous de l'argent et que le banquier ne gagne rien, vous allez droit dans le mur, en fait. Ouais, ceux qu'il faut vraiment essorer en négociation, c'est les vendeurs d'immeubles ou des apparts. Les banquiers, il faut être cool avec eux, c'est eux qui ont l'argent et c'est eux qui nous le «donnent» entre guillemets. Exactement, ne négociez pas trop. C'est comme quand on parlait des travaux, je ne sais pas si on l'avait dit, mais c'était pareil, ne négociez pas trop les devis parce que l'artisan, s'il vient chez vous et qu'il ne gagne pas d'argent, ben, il n'aura pas envie de venir. Donc c'est pareil, c'est bien de négocier, mais il faut savoir avoir des limites dans la négociation et savoir ce qu'il faut négocier. Je sais que maintenant, Ouais. moi, les taux bancaires, ce genre de choses, voilà, à partir du moment où on me fait un crédit, on me prête de l'argent, bon maintenant on est qu'en société parce qu'avec notre situation en nom propre, c'est plus possible. Mais Malheureusement. ouais, malheureusement, ouais, tout à fait. Mais bon, ouais, malheureusement et encore, Ouais, c'est encore. pas très grave. Mais bon, À partir du moment où on s'en est mis plein la gueule en nom propre, c'est pas j'aimerais bien. en nom propre, j'en ai ras la gueule, mais du coup, maintenant, c'est qu'en société, donc c'est voilà, c'est pas un inconvénient en soi, c'est, s'adapter à la situation et trouver un avantage différent de ce qu'on avait avant, tout simplement. Ouais. Et petit autre, tips, quand vous préparez votre demande de financement, donc il faut absolument qu'il ait tout le banquier. Il faut qu'il ait, en plus de la présentation, belle que vous faites d'ailleurs que je donne, sur demande, hein. Vous m'envoyez un message, je récupère votre email pour vous l'envoyer. Comme ça, Comme ça, quand on vendra des formations, on aura déjà les emails. exactement, il est malin. Mais non, mais sinon je vous envoie le modèle de dossier. Il est pas parfait, moi il me va bien et je l'aime bien. Après, si ça peut vous donner des idées ou que vous voulez carrément l'utiliser, c'est avec grand plaisir. Mais ce que je voulais dire, c'est que quand vous le faites, à la fin, j'ai mis une liste d'annexes et vous devez le faire à chaque fois dans vos présentations. Vous devez arriver avec l'ensemble des documents imprimés. Ramenez pas sur une clé USB ou autre parce que potentiellement le banquier, il a pas le droit de brancher une clé USB. Enfin, c'est un peu galère à la banque, hein. Quand il faut envoyer, tous les documents en général, Il y a des banques, ça c'est l'enfer. autant tu as le Crédit Agricole, tu as un service en ligne qui est Ouais, hyper bien. tu as une espèce de Dropbox là, Ouais, qui est ça bien. c'est pas mal. Mais moi j'ai eu le crédit Oh le LCL mon gars. ah ben voilà, exactement. Le Oh crédit putain le LCL, quelle banque de merde. Ouah, c'est pathétique. Combien de fois je me suis pris la tête. À un moment, elle m'a parlé même de fax. On était en 2021. Ah, Écoutez, madame, bref, on va dire son nom de famille, mais on est quand même en 2021. Vous êtes au courant, vous êtes quand même à des années-lumière des autres banques quand même. C'est un truc. ah, c'est Le hallucinant. Crédit Lyonnais, mais ils sont à c'est une catastrophe. Et ouais, parce que
Il demande d'envoyer une pile de documents qui est juste hallucinante. Et quand tu commences à empiler les biens, mine de rien, quand tu dois justifier tous les comptes rendus de gestion des agences, tous les baux, tous les actes d'achat, les titres de propriété, tes salaires, tes relevés de compte sur les 8 comptes en banque que tu as avec 3 mois, oh, c'est l'enfer. Donc ça fait des piles de documents de ouf. Et moi, je sais qu'en général, c'est 150 ou 200 documents différents. Et ils prennent pas plus de, je sais pas, de mégaoctets dans leur mail. Donc potentiellement, tu as certains documents qu'il faut découper et tout. Mais tu as juste envie de leur dire, écoutez, c'est pas grave. Ouais, c'est chiant. Te dis, bon, écoutez, je vais faire un WeTransfer. Mais non, parce qu'on est sécurisé, on peut pas aller sur WeTransfer. Ouah. Et c'est l'enfer. Et là où je voulais en venir, c'est que le banquier que vous rencontrez en physique, il fonctionne potentiellement comme la boîte mail du LCL. C'est-à-dire que si moi, ça m'est déjà arrivé une fois de sortir ma liasse de mon dossier hyper bien relié et tout, magnifique, sauf que le truc, c'est la bible, tu vois? C'est un pavé. Et là, le banquier, je te jure, il m'a dit direct: «Ah mais j'aurais pas le temps de regarder tout ça moi». C'est comme la boîte mail. Donc ouais, c'est clair. Donc mon conseil, vous sortez juste votre dossier de présentation de 5-10 pages, vous essayez d'avoir une page qui résume le tout, efficace et ensuite vous lui donnez, toutes vos annexes qu'il faut avoir évidemment en papier, quelque part, mais vous le sortez pas tout de suite, sinon vous allez le décourager. C'est ça. Et pensez, comme disait Mathieu, pensez à essayer de rassembler tous les éléments vraiment en une seule fois. Parce que ce qui peut faire perdre du temps dans un dossier, pardon, c'est tous les échanges. Oui, il manque cette pièce. Oui, encore, il manque cette pièce. Ah, c'est Donc relou. encore ça là. Donc tant que le dossier n'est pas complet et tant qu'il n'y a pas tous les éléments, mais le banquier ne peut pas l'envoyer à validation en fait. Donc ça veut dire que votre dossier, ben, il passe en bas de la pile. Mais pendant ce temps, il y a plein d'autres dossiers qui vont se faire à côté. Et votre dossier, il était premier, mais du coup, il passe dernier. Donc c'est pour ça, pensez à... Il y a une liste, on pourra peut-être, si vous me demandez, on pourra vous envoyer la liste des documents. Il y a une C'est liste. toujours la même, hein, globalement. Ouais, c'est ce qu'on avait dit. Il y avait taxe foncière, avis d'imposition, relevé de compte, bref, relevé d'épargne, vraiment tous les éléments. Imposition, titre de propriété, tous ces trucs-là, quoi. Voilà, exactement. Donc vraiment, tu as vraiment une liste à respecter. Tu joins tout. Au moins, ton dossier, il est carré, il est complet. Et après l'entretien, il peut envoyer pour validation au moins pratique. Et un truc que je vous conseille, moi j'ai un OneDrive. Toi, je crois que tu es plutôt Google Drive ou je sais pas, mais en gros, c'est d'avoir une application sur le cloud où vous stockez tous vos dossiers bien triés. Et moi, je sais que j'ai un dossier qui s'appelle dossier envoi aux banques où en fait j'ai tous mes infos qui bougent pas, genre les titres de propriété, les emprunts et autres. Et après, j'ai tous mes relevés de banque que je peux ajuster au besoin. Mais en fait, tout le dossier est prêt et il faut juste que j'aille chercher les documents à jour, genre bah, le relevé bancaire, parce qu'en général, c'est le pire à faire. Et après, le dossier peut partir directement. Ouais, Et tous les ans, je vais mettre mes avis d'imposition, ma taxe foncière, les petits trucs dedans. Et comme ça, le dossier est toujours prêt. les relevés de compte, mais franchement. Oui, Ça, c'est les l'enfer. relevés de tous vos comptes, les 3 derniers mois de chaque compte. Oh putain. Et, et ce qui est plus drôle, c'est quand tu es avec Roxane et que tu vas emprunter, je sais pas si elle va écouter celui-là, je pense, et que Roxane, elle a un truc qu'elle fait très bien, c'est elle perd tous ses mots de passe, enfin tous ses codes de banque. Et à chaque fois qu'on a un emprunt à faire et que je lui dis, tu sais, j'arrive un peu la mort dans l'âme en me disant, merde, la pauvre, il me faudrait les relevés de tous tes comptes. Pour te dire que Et là, en général, on passe un bon moment. ah ouais, c'est un calvaire, hein, non. Oh, ça va mieux maintenant, mais, mais ouais, je me souviens de moments où elle paumait ses mots de passe et Ça peut être en vrai, c'est relou à faire. très, C'est très long. insupportable. Ça peut être très, très long, ouais. Les relevés de compte, tout ça, ça peut être très long. Donc c'est pour ça, faites-le une bonne fois pour toutes. Bon, les relevés de compte, bien sûr, au bout de 3 mois, ils sont plus valables, il y en aura d'autres, mais faites un dossier avec les documents qui ne bougeront pas. Au moins, cela, c'est fait. Et après, il y aura certains documents. Ouais. Enfin bon, dossier, lésinez pas sur les documents, faut que ce soit bien, Vous gagnez franchement trop que bien. pas assez. As-tu des petits tips, qui peuvent aider à avoir son financement si c'est le premier notamment? J'ai un truc qui me passe, en tête, Des petits tips pour avoir son financement. notamment pour ceux qui vraiment, qui font le premier quoi. Le premier, moi je dirais déjà dans un premier temps, ayez un compte le plus propre possible. Montrez que vous savez tenir un compte. Montrez que vous vous payez avant de payer les autres. C'est vraiment la base. Moi je pense que c'est vraiment la base. C'est Qu'est-ce que Jérôme dit, par là? C'est, avoir par exemple un virement automatique en début de mois ou le lendemain de votre réception du salaire, où le virement c'est marqué épargne et vous l'envoyez sur un PEL, un PEA, un livret, n'importe. Juste pour montrer que, vous mettez de l'épargne automatiquement tous les mois. Même si c'est que, 10 balles ou 20 balles, hein, c'est pas grave. c'est pas grave. C'est juste pour montrer que vous savez gérer vos comptes et que la priorité de votre gestion de compte, c'est mettre de côté et ensuite vous vivez avec ce qui vous reste. Imaginons, vous gagnez 1 500 € par mois, vous enlevez 10%.
tu reçois ton salaire le 3, tu enlèves 10%, donc tu enlèves 150 euros. Donc tu vis avec 1350 euros sur ton mois et tu vis pas avec 1500 euros. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent, oui, moi je le fais, mais je le fais à la fin du mois. Sauf qu'à la fin du mois, si tu n'as plus rien, tu mets rien de côté en fait. Tandis que là, l'importance de faire ça, c'est que tu vas obligatoirement vivre avec 1350. Tu sais que tu n'as plus que ça, donc tu es obligé. Il y en a Ouais. certains, ils vont tricher, ils vont remettre. C'est pas le but du jeu en fait. Parce que si 5 jours avant d'avoir eu ton salaire, tu as été ultra bon, il te reste 500 balles, peut-être que tu vas dire, bon, bah, je peux me faire plaisir. Ouais. Avant de te dire, alors que s'il te restait que 350, bah, tu te ferais plaisir avec 350, mais les 150, tu les as oubliés. Et Ouais. vraiment, la trésorerie de côté, bah, évidemment, il y a le revenu, mais c'est vraiment presque ce qui comptera le plus aujourd'hui. Quelqu'un à revenu équivalent, celui qui a un gros trésor de guerre, entre guillemets, ça change tout pour la banque. Ça change tout. C'est vraiment avoir des comptes clean. C'est le premier conseil, c'est ça. C'est ce je crois qu'on en avait déjà parlé. C'est avoir des comptes les plus clean possible. Montrer que vous êtes un bon père de famille qui épargne, qui fait attention, qui dépense pas n'importe comment, qui claque pas Et en boîte tous les week-ends. Faites attention à tout ça. faut accepter de se faire un peu mal, quoi. Un peu mal, je veux dire, financièrement ou sur le confort de vie. Il faut faire des sacrifices. À un moment donné, faites des sacrifices. On appelle ça le plaisir différé. Le plaisir différé, c'est en gros, attendez avant de vous faire plaisir au maximum. En ce moment, sacrifiez-vous pendant quelques temps. Ok, je vais pas partir en vacances maintenant parce que je dois investir dans l'immobilier, tout ça. Et puis, dans X années, ben, vous allez faire beaucoup plus de voyages parce que vous avez fait pas mal d'économies, vous avez investi, vous allez faire beaucoup plus plaisir. Et le plaisir différé, c'est la base d'un investisseur ou d'un entrepreneur. C'est vraiment important. Comme conseil, Et premier conseil, est-ce que toi, tu en as un? il y a un autre truc qui me passe par la tête. Alors, ça marche pas si vous achetez un immeuble de 5 logements, quoique. C'est potentiellement de dire que vous achetez pour votre résidence principale. Alors, je suis pas de la team, je l'ai déjà fait, hein, de pipoter les banques, hein, mais je vais pas vous encourager à mentir ouvertement en banque. Mais si vous dites à votre banque que vous achetez pour votre résidence principale et qu'au moment de l'achat, finalement, vous mettez en locatif, déjà, la banque, elle va entre guillemets rien faire contre vous tant que vous continuez à payer l'emprunt. Elle s'en fiche. Ensuite, il y a aucune clause légale qui dit, dans l'engagement, c'est que pour une résidence principale. Et potentiellement, ça peut motiver votre banquier à se dire, parce qu'on est un peu, tu sais, la vieille France, il faut acheter sa résidence principale. Il va être content de vous financer votre résidence principale. Ensuite, vous pourrez toujours lui dire, pour des raisons X ou Y: «Oui, ben, en fait, j'ai pas pu parce que ci, parce que ça». Il faut aussi, rester cohérent, mais c'est un petit tips qui peut peut-être faciliter pour la première demande. Et ensuite, pour ceux qui achètent un immeuble, vous avez aussi, la possibilité de dire: «Bah, j'achète 5 logements d'un coup. Oui, J'en prends un pour moi en tant que résidence principale», ce que je peux d'ailleurs vous encourager à faire, parce que ça permet d'avoir sa résidence principale payée par les autres locataires c'est hyper bien. et entre guillemets «qu'elle soit gratos». Ça, c'est pas mal. C'est un petit truc qui peut, permettre d'emprunter plus facilement. Après de là, aller faire ce qu'on appelle des doublettes, et je parle pas de trucs sur YouPorn, mais des doublettes, en faisant 2 achats à droite à gauche, Moi, je le conseille pas du tout. C'est pas des choses qu'il faut conseiller aux gens. Il y a en fait, mais c'est toujours pareil, c'est comme les assurances. C'est-à-dire que quand tout va bien, tout va bien. Le mec qui a pas d'assurance, quand il a pas d'accident, c'est pas grave, mais le jour où il y a un accident, ce qui arrive rarement, hein, mais le jour où il y a un accident, c'est dramatique. Bah, avec les banques, c'est pareil. Le jour où vous avez une merde, ça peut aller jusqu'à, ce que la banque vous demande de rembourser, par anticipation les 300 000 balles qu'elles vous ont prêtées il y a 6 mois, et dans ces cas-là, potentiellement, ça peut faire un peu mal. c'est pour ça, jouez pas trop avec la banque. Faites pas trop les cons. Faites étape par étape. Évoluez petit à petit. Commencez par un petit appart si vous n'êtes pas en confiance. Ça peut être votre résidence principale sans pour autant dire que ça soit de la résidence principale pour du locatif. Ça peut être vraiment votre résidence principale pour faire un achat-revente, pour se faire un peu d'argent et ensuite vous arrivez avec la banque et au moins vous avez une situation beaucoup plus stable avec de l'épargne de côté. Voilà, essayez on va dire de mettre au plus propre votre situation bancaire. C'est hyper important. Et il y a un autre point qui peut être intéressant aussi si vous achetez par exemple un immeuble pour se faire financer. Moi, je sais que je crois que je l'ai fait sur mon premier immeuble. Non, il n'y a pas tout, mais une partie était louée. C'est d'acheter des immeubles déjà loués. Je crois que Mathieu, toi, tu faisais ça. Ah, j'ai fait que ça moi au début. Et au moins, la banque, en fait, elle est déjà rassurée sur le fait que il y a déjà des loyers qui tombent, c'est déjà loué depuis X temps, donc quoi qu'il arrive, le crédit sera remboursé. Et le risque, il est déjà énormément diminué. Certes, tu fais pas de travaux, dans un premier temps, au moins du moins, tu fais pas de travaux au début. Tu as les loyers qui sont un peu sous-évalués en général, mais au moins ça te permet d'avoir ton crédit. Et après, au bout d'un an, 2 ans, tu as un locataire qui va partir, tu vas faire des travaux, tu vas augmenter ton loyer, ainsi de suite. Et ça, c'est une très bonne stratégie, je pense. Ouais, ça marche hyper bien. Par contre, ce que je vous
conseille très vivement de faire, parce que moi je ne l'ai pas fait assez, c'est vraiment de prévoir une grosse enveloppe travaux que vous pouvez potentiellement intégrer au crédit. Ouais, ouais. Vous dites à votre banquier, voilà, je veux intégrer les travaux pour le jour du départ des locataires. Ils peuvent vous garder ça dans certaines banques jusqu'à 3 ans. L'enveloppe, après, potentiellement, vous la perdez ou vous la tirez en faisant des travaux à droite à gauche, mais c'est toujours compliqué quand il y a les locataires. Mais soyez vraiment généreux sur les travaux à faire quand les locataires partent. On les sous-estime toujours quand on visite et qu'il y a un locataire, que c'est bien décoré, qu'il y a des plantes et autres. On ne se rend pas compte en fait de l'ampleur des travaux. C'est exactement ça. Prenez, dites, voilà, j'ai les parties communes à rénover, j'ai besoin de 30 000 à 40 000 € pour les parties communes, vous faites un devis, puis au moins vous avez 40 000 € de côté, et dès que le locataire y part, tu tapes dans ces 40 000 €. Bon, bien sûr, il faut que ça rentre dans ton chiffre, il faut que ça rentre dans ta rentabilité nécessaire, mais voilà. Pensez bien, on en avait déjà parlé avec Mathieu, pensez bien qu'un immeuble où la rentabilité est bonne, le cash flow est bon à l'instant T, et qu'il n'y avait peut-être pas de travaux, peut-être que dans 5 ans, vous allez peut-être avoir des gros travaux à faire, et le cash flow, il sera plus le même. Donc pensez à tout ça, anticipez tout ça. C'est hyper important. Moi, je le prends dans les dents maintenant et ça fait mal. Ah oui, 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 c'est pour ça, c'est pour ça. Pensez à tout ça. Et l'avantage d'avoir un crédit travaux et de faire éventuellement des travaux, c'est qu'il y a quelque chose qui est associé à ça, ça s'appelle le différé de crédit. Le différé de crédit, c'est hyper puissant en fait. Ça vous permet de pouvoir épargner pendant quelques temps, de pouvoir rembourser éventuellement l'apport que vous avez mis dedans. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens, euh, maintenant on arrive à dire qu'on ne met pas d'apport dans un bien immobilier. Pour la simple et bonne raison que l'apport qu'on injecte dans le bien, on arrive à le récupérer, pardon, sur 6 mois ou 12 mois. Parce qu'on a mis un différé de crédit partiel ou total. Quand je dis partiel ou total, je vais expliquer un peu parce que des fois on n'explique pas. Ouais, explique ce que c'est un différé. Ouais, un différé, en fait, c'est lorsque vous avez un crédit travaux, en fait, la banque dit, OK, étant donné que vous avez des travaux, nous, on va vous faire une ligne travaux, et pendant la durée de vos travaux, vous allez payer soit que les intérêts bancaires, soit que l'assurance habitation. Donc pendant, ça peut durer 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans. Pendant ce temps, vous allez payer uniquement les intérêts. Si vous payez uniquement les intérêts, on appelle ça un différé partiel. Il y a un différé total. Vous ne payez pas les intérêts, vous ne payez pas les mensualités, vous payez que l'assurance. C'est plus difficile d'avoir un total, mais c'est faisable. Moi, j'ai du total pratiquement sur tout. Mais c'est faisable. Ouais, moi j'ai eu des partiels, j'en ai eu pas mal. Ouais, et l'avantage de ça, c'est que, imaginons le banquier, il vous dit, OK, moi je veux bien vous financer, mais vous devez apporter les frais notaires. Donc les frais notaires qui sont environ à 10 000 €. Il dit, OK, mais moi je veux un différé de crédit. Donc dans ces cas-là, tu prends un différé de crédit. Et une fois que ton appartement est en location, ton différé, il peut éventuellement continuer de te prolonger. Et en 2 3 mois, les 10 000 €, bon, peut-être pas en 2 3 mois, j'exagère, mais un peu plus que 3 mois, les 10 000 €, tu les as récupérés. Donc du coup, l'épargne que tu avais injectée dans ton bien immobilier, tu l'as récupérée. Donc tu peux repartir sur une autre opération et un autre bien immobilier. C'est pour ça que la moindre connaissance dans l'immobilier, ce qu'on vous dit, peut vous faire gagner beaucoup d'argent et peut vous faire avancer étape par étape et vous faire franchir pas mal d'étapes. Ah bah c'est clair. Euh, on va être à 1h10 de podcast, du coup, faut quand même Ah oui, déjà? Oh putain. que l'on avance. Bah oui, parce qu'on a 31 minutes hier, hein. Ah oui. Bah non, on a 50 minutes, mais en vrai que 30. Super. Attends, mais du coup, on était à comment préparer une demande de financement? C'est fait. Financement locatif plus marchand. Eh, on est à la deuxième ligne sur les 15, c'est bien. Ah ouais. Financement locatif plus marchand, particulier, société. Bon, on va. Je pense qu'on peut déjà mettre en dessous. Faut-il passer par un courtier? Ouais, on l'avait noté. Faut-il passer par un courtier? Moi, je suis un- je vais pas dire que je suis réticent par rapport à ça. Ça dépend du dossier en fait. En fait, je partais du principe que quand j'avais un projet locatif, je connaissais mon projet locatif de A à Z et je savais défendre mon dossier. Je partais du principe qu'un courtier ne connaissait pas autant le dossier que moi et ne saura pas le défendre. Donc moi, je préférais y aller. J'ai jamais eu un courtier pour mes biens immobiliers. Je préférais y aller parce que je savais que moi, j'allais savoir défendre mon dossier, que je connaissais mon dossier par cœur. Et au moins, c'était beaucoup plus clair avec le banquier. Ouais, je suis un peu. Enfin, moi, j'ai eu qu'une fois l'expérience d'un courtier excellent, quoi. Qui m'a dit, moi, je vais vous faire des miracles. Et ouais, il a vraiment fait des miracles. Ouais, parce qu'il y Mais en a, sinon, ils sont un peu à chier quand même, hein. Il y a des courtiers, ouais, ouais. pour un couple qui achète sa résidence principale, quoi. C'est pas un courtier d'investissement. Non, mais c'est ça, ouais. Non. Mais quand il y a courtier, pour moi, il y a courtier et courtier. Tu as le courtier qui va être là pour te négocier le meilleur taux pour Tata Rachel et tonton Gérard qui va acheter sa résidence principale. Et ensuite, tu as le courtier pour l'investisseur qui va se dire, OK, pour moi, tu as un souci parce que ton taux d'endettement est trop élevé. Donc ça, on va voir, il faut peut-être le vendre à une société. Comme ça, ton taux d'endettement, il va baisser. Par rapport à ça, tu vas pouvoir acheter. Ou alors, tu vas t'associer. Ça, c'est un vrai courtier. Mais Ouais. le courtier,
Et moi, d'expérience, euh, quand on prend un courtier, il faut quand même faire tous les rendez-vous à la banque aussi soi-même de son côté. Ouais, bien sûr. Parce que moi, ça m'est arrivé 3 fois, les mecs: «Ah ouais, bah, du coup, on n'a pas, on n'a rien on vous avait dit qu'on allait trouver, c'était sûr, mais finalement, on n'a pas trouvé». Et ouais, et puis là, tu te retrouves comme un con, parce qu'en fait, il te reste 2 semaines sur le délai du compromis. Mais oui, Parce que moi, je suis dans le genre à quand on me dit: «C'est bon, je fais confiance à 100 et je contrôle pas», et non, ça marche pas. D'expérience, ça marche pas, et du coup, je le fais plus. Je contacte plus jamais de courtier. Et là encore, enfin, c'est insupportable. On veut emprunter pour notre résidence principale parce qu'on touche de l'argent. Bref, on aimerait bien garder l'argent qu'on touche pour faire nos travaux. Donc j'ai dit à Roxane: «On va emprunter». Bon, j'ai appelé les banques, elles m'ont dit: «Vous avez vu votre taux d'endettement?» J'ai appelé tout le monde, ils m'ont tous dit: «Vous rêvez, en plus situation particulière». Bref, j'ai appelé des courtiers. Il y en a 2 qui ont tout le dossier. Ils m'ont jamais rappelé. J'ai relancé 3 fois par mail. Au bout d'un moment, tu vas dire: «Ouais, écoutez les gars, vous êtes gentils, mais tant pis quoi, on va se débrouiller». tu sais, il y a certains courtiers, tu sais, dès que tu vois que tu as investi dans deux trois biens, ils sont là: «Oh là là, comment il a fait?» Bon, laisse tomber. Ouais, c'est pas possible. C'est pour ça que moi, là-dessus, la partie vraiment financement, je suis vraiment chiant là-dessus parce que pour moi, j'ai les connaissances nécessaires pour aller défendre les dossiers tout seul auprès des banques. Pour moi, un courtier, non. C'est peut-être un peu ambitieux de dire ça, mais pour moi, les courtiers, il en sait pas plus que moi. Donc, j'ai aucun intérêt de le déléguer à un courtier. Le seul truc qu'il peut éventuellement avoir, c'est des partenariats que moi, je n'ai pas. Mais non. Ouais, c'est ça, mais pour l'instant, j'ai jamais eu, enfin, une fois le courtier qui m'a sauvé, d'un truc, mais j'ai jamais vraiment eu le courtier, tu sais, le Jésus-Christ de l'investissement immobilier qui va transformer le banquier en financeur, en 2 secondes, tu vois? Ouais, Non, ouais. non, ça, j'ai jamais vu. Après, si éventuellement vous avez besoin d'un courtier, on ne sait jamais. J'en connais un. Moi, j'ai un ami qui est courtier, qui est investisseur immobilier comme moi, qui est courtier maintenant. Donc, bon, il fait beaucoup de choses, mais il a aussi la casquette de courtier. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Je vous enverrai ses coordonnées. Comme ça, vous pouvez le contacter sans problème. Après avoir passé 5 minutes à dire que les courtiers, D'accord. Si vous avez besoin, moi, j'en ai pas besoin. Moi, c'est ce que je dis. Moi, j'en ai pas besoin. Mais si vous en avez besoin, éventuellement, vous pouvez le contacter. Ensuite, de le quoi on peut financement locatif plus marchand. locatif, bon, locatif, on en a pas mal parlé, je pense. Locatif, on en a pas mal parlé. Marchand, le point à voir pour les marchands, ça va être assez rapide et assez bref. En gros, il vous faut de l'argent, tout simplement. Voilà. Si tu as pas 20-25% de ton projet en apport à mettre dans ton bien, ah bah, tu peux faire suivant et ne pas faire de marchand, en fait, tout simplement. Il faut faire toutes les étapes que l'on a dites avant, c'est-à-dire avoir un dossier magnifique, bien se présenter, les comptes, et cetera, et cetera. Mais en plus, comme tu dis, il va te demander 20 à 30 d'apport, et ne vous attendez pas à ce que les taux soient, à 3, parce qu'il va y avoir des taux à 4, 5, voire 6, plus des frais de dossier, plus des commissions d'engagement, plus des plus le banquier, il gagne plus d'argent que vous, Ah finalement. ouais, mais là, pour exemple, habituellement, j'ai 2 banques avec qui je travaille en ce moment en tant que marchand. J'en ai une qui a tout frais compris, hein, frais de cautionnement, frais de garantie, frais d'hypothèque, toute la clique, on est à 6%. J'en ai une autre qui est à 8%. Donc, Voilà, donc ça pique. ça fait mal. Ça fait mal et autant vous dire que quand tu fais une opération de marchand, tu as intérêt que ton opération elle dure pas 24 mois, hein. Tu as intérêt grand max, il faut qu'elle dure 12 mois parce que chaque mois supplémentaire, tu te fais désosser. Donc c'est pour ça que le marchand, on n'en parle pas beaucoup de marchand parce que pour moi, c'est assez particulier et il faut avoir quand même un minimum d'expérience, je pense et tu injectes beaucoup plus de fonds dans le marchand. Attention, il faut avoir de l'expérience. Lancez-vous dans du marchand déjà d'une part quand vous avez de l'argent de côté, quand vous avez de l'épargne et c'est de l'argent, vous n'allez pas mettre la totalité de votre épargne dedans. Il faut vraiment avoir les connaissances dans votre bien, dans l'investissement parce que le projet, si au lieu de durer 6 mois, il dure 1 an et demi, eh beh, 1 an de plus de frais financiers, je peux vous dire, ça peut vous fracasser la marge, mais vraiment. Bah, surtout en ce moment avec les taux, qui sont très chers. Là, pour le coup, ça change vraiment. Ah oui, Et moi, ce que je vous dirais, c'est que si vous vous lancez dans le marchand, veillez à ce que votre frigo se remplisse tout seul avec vos investissements ou autres locatifs, votre salaire, à côté. exactement. N'attendez pas, en tout cas au début, uniquement de vivre avec ça. Enfin, vous pouvez, hein, très bien, sauf que ça arrive très souvent, des projets qui se passent pas comme prévu et qui partent en sucette, et ce serait con que vous soyez en grosse difficulté parce que, vous n'aviez pas prévu assez ou pas de revenus récurrents. C'est ça, c'est bien d'avoir des revenus récurrents et après faire du marchand à côté parce que pour faire des revenus récurrents, tu auras besoin un peu d'apport. Le marchand va t'apporter un peu d'apport. Bref, tout ça, c'est important. Nous, enfin, moi, je sais que j'aime bien faire les deux. J'aime beaucoup le locatif. J'ai fait beaucoup de locatif, mais j'aime bien aussi le marchand. Mais je me dis pas, je fais que du marchand ou je fais que du locatif. Je fais du locatif. De temps en temps, je fais un peu de marchand pour mettre un peu de beurre dans les épinards.
Et ensuite, tu refais du locatif. Et ça permet d'avoir de l'apport pour vos projets immobiliers. Mais sachez que voilà, le minimum, on va dire le minimum, en général, je dis 20%, mais c'est 20% du foncier. Tu rajoutes les frais notaires, tu rajoutes les frais de garantie, les frais de dossier, tout ça. On va dire que tu es plus à 25% minimum de, d'apport pour du financement bancaire en tant que marchand. Minimum. Si tu as un projet, par exemple, à 100 000 euros, ben, il faut que tu aies minimum 25 000 euros injectés dedans. Si tu n'as pas 25 000 euros, ben, tu peux pas. Ou alors tu t'associes avec quelqu'un qui a 12 000 euros, toi tu as 12 000 euros, 12 500, et puis vous vous complétez à deux. Ça peut être des solutions, ça peut être des solutions. Donc il y a toujours des solutions. À partir du moment où vous avez un dossier, un projet qui est intéressant et qui est rentable, ne vous inquiétez pas, l'argent, vous allez le trouver. Ouais, c'est sûr. Ça, c'est quelque chose qu'on apprend au fur et à mesure après avec l'expérience. Trouver le financement, trouver l'argent, ça se trouve. Trouver plutôt un bien, trouver un projet rentable, trouver un projet intéressant, et ensuite l'argent viendra tout seul. Ce n'est pas un problème. Exactement. Sur les derniers petits points, il y en a un qui est relativement important, il me semble, c'est faut-il mettre de l'apport? Et ça, bah, en fait, aujourd'hui, je pense que la question se pose moins dans le sens où les banques vont demander de l'apport beaucoup plus qu'il y a quelques temps. Mais est-ce que c'est grave en soi de mettre de l'apport? Moi, je trouve que non. C'est jamais agréable de se mettre à poil niveau trésorerie et je le recommanderais jamais parce que si vous avez une galère, c'est quand même bien d'avoir un peu d'argent de côté. Mais mettre de l'apport, c'est pas mal. Déjà, ça baisse vos mensualités. Ça va faciliter votre demande de financement. Parce que quand vous arrivez et que vous dites à la banque, bah, j'ai 10% d'apport ou je mets les frais de notaire ou tout ça, tout de suite, le banquier va vous regarder d'un meilleur œil que si vous arrivez en disant, moi, C'est ça. je mets pas Un bon d'apport, taux, financez tout. je veux un bon taux, je veux pas mettre d'apport, je veux pas vous prendre de carte, et voilà. Et je veux un crédit. Voilà. Voilà. Merci, monsieur le banquier. Merci, vous êtes monsieur. Et je veux que ça aille vite, s'il Je vous veux que plaît. ça aille très vite, très très vite. Monsieur est très exigeant. Oui, je suis très exigeant. Mais allez voir ailleurs, on verra si j'y suis. Mais oui, c'est pour ça. On en a parlé un petit peu, mais bon, maintenant, par les temps qui courent, frais de notaire, c'est le minimum. Je pense, ça c'est sûr et certain. Là, moi, mes opérations maintenant, c'est frais de notaire minimum, mais c'est ce qu'on expliquait, toujours une solution pour récupérer votre apport. C'est tout. Si tu fais du locatif, mets tes frais de notaire s'il faut, essaie d'obtenir un crédit travaux avec un différé de travaux. Ça, tu vas récupérer ton apport peu de temps après, c'est pas un problème. Ce n'est vraiment pas un problème. Ouais, franchement, il y a pas de. Pour moi, il y a pas de souci, sauf si vous vous mettez à zéro sur vos comptes, c'est quand même super risqué. Si vous avez une galère, que le chantier se décale de 2 ou 3 mois, ou enfin, je sais quoi, ça peut être chaud. Ouais, on est bien. On est bien. Et d'ailleurs, juste on parlait, on dit soyez rapide, monsieur le banquier. Pourquoi on dit ça? Parce que on met toujours, enfin, je sais pas pourquoi, dans les compromis, on dit conditions suspensives de prêt, 60 jours. Ça marche jamais, ou 45 jours, jamais. Il y a jamais une fois où ça marche. Parce que vous savez pas pourquoi, entre le moment où le banquier vous dit: «Oui, c'est bon, on a tout» et le moment où il faut qu'il imprime les papiers, il se passe toujours 2 mois. Ouais. Et puis entre-temps, il manquait un papier, donc il reprend un mois. Voilà, donc mettez, 90 jours. Franchement, c'est réaliste. Si le notaire ou l'agent vous dit: «Oui, mais c'est trop long 90 jours», vous allez lui dire: «Écoutez, écoute mon coco, d'expérience, même si c'est pas le cas, les banques sont toujours longues. Donc moi, je vais faire le maximum pour tout faire rapidement, mais si on met 60 jours ou 45 jours, il y a 99 de chances que je revienne te voir dans 44 jours pour te dire qu'il faut proroger», ce qui est complètement con. Donc prenez un délai plus large, tout le monde est plus cool et Dans il y a des pas de cas, sujet. si c'est plus tôt, ben, on signera plus tôt, c'est pas un problème. Mais au moins, t'anticipes. T'anticipes avant et ça évite de faire un avenant parce que le notaire, toujours en train de faire de l'avenant à droite à gauche, c'est toujours chiant pour eux, tu vois. Ouais. Beh, je pense qu'on est pas mal. Du coup, on va avoir fait quasiment 1 heure et demie de podcast et pour rien vous cacher, on a été, ça nous a, cassé dans notre élan, hier là, quand ça a coupé. Oui, exactement. Ça nous a vachement, mais c'est pour ça, mais même ça nous a cassé dans l'élan et on sait jamais ce qu'on a dit, ce qu'on n'a pas dit. Donc peut-être qu'on va dire Ouais, des choses en doublon. On s'en excuse par avance. je remettrai un petit mot au début du podcast. Ouais, parce qu'on est tellement, flemmards qu'on a même pas réécouté. Non, en vrai, on n'arrête pas et du coup, on n'a pas eu le temps de faire ça. Mais bah, finalement, je suis content d'avoir, réenregistré, tu vois? C'est ressorti tout seul. Ça, on verra, on verra. Bon, arrête d'envoyer des messages à ta copine là. Non, c'est l'architecte qui vient d'arriver sur le projet. Ah, Le projet qu'on va faire, mon garçon. Je vais y aller tout à l'heure. ça c'est bon Ils ça. viennent d'arriver sur place, mais je vais aller les rejoindre là. Vous voyez, juste après le podcast, je vais aller les rejoindre. Voir l'architecte pour la prise de cote. Ça y est, on commence. Vous voyez, on anticipe au maximum. On n'a même pas signé le compromis encore. On est déjà sur la prise de cote. Et Attention, les enfants. projet qui se trouve en plus à 2 minutes de chez toi, je crois, c'est ça? Ah, tu veux que je te dise exactement combien de temps j'ai? Attends, Tu y vas à pied? je vais y aller à pied, exactement.
En même temps, il roule en voiture électrique, c'est peut-être un peu risqué de Je vais me prendre la voiture électrique. J'ai exactement, heu, 14 minutes à pied. Ah, c'est loin quand même. 14 minutes à pied, ouais, je suis à 4 minutes en voiture. Je suis à Bon, exactement ça va. 14 minutes à pied. Ah, je suis bien à côté, je suis à côté. Peut-être Pour pas suivre le chantier, ça devrait aller. à pied, peut-être. Hem, sur ces bonnes paroles, c'était un grand plaisir encore d'enregistrer une seconde fois pour vous ce podcast. Mmh. On est très contents. Il est possible que, courant mai, on en fasse un en étant tous les 2 côte à côte d'ailleurs, vu que tu viens à la maison pour le training camp. Ah non, c'est en juin. Ah, je suis en train de me dire en mai, Juin, ouais. il est fatigué monsieur ou quoi? Oui, en Il est fatigué, ouais. en juin, oui, oui, tout à fait. Ouais, ouais, carrément, carrément, on va en faire un. On va en faire un. Mais d'ailleurs, tu restes quoi? Le lundi, mardi, après le mercredi peut-être? Ouais, je sais plus ce que je t'avais dit, c'est mardi, mercredi, je crois que je passe mon permis bateau, donc le lundi, je suis là aussi. Ouais, peut-être qu'on peut se faire, le mardi soir où tu réviseras peut-être le permis bateau, mais on peut peut-être essayer de se faire un apéro, investisseur ou voir du monde à ce moment-là. On sera à Missillac, Vannes et Nantes en même temps, donc on peut Carrément. Le lundi soir peut-être, parce que le mardi, ouais, je serai peut-être bah non, le lundi soir, on va voir Ragnar le Breton mettre des baffes. ah oui! Et d'ailleurs non, je vais t'en parler en off, je vais pas on va pas raconter tout. Ah, Le mec qui raconte toute leur vie. et tu manges quoi ce midi, toi? Je sais pas, tu vois, je suis un peu du genre, on verra ce que je mange. Margot me dit: «Oui, Ouais, qu'est-ce je qu'on sais pas mange à encore. midi?» Je sais pas Margot, je sais pas ce que je fais dans une demi-heure. Non, je sais pas ce que je fais dans Ouais, c'est ça. Si, moi, je sais ce que je fais cet après-midi, là, c'est aujourd'hui et ça va encore être, je vais encore faire 1000 trucs pour faire tout avancer, mais je vais manquer de temps devant mon ordinateur et du coup, ça va avancer, mais pas aussi vite que j'aimerais. Bon, on cherche une assistante, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a une assistante qui peut essayer Voilà. de se réveiller pour venir nous contacter et nous dire: «OK monsieur, messieurs pardon, on veut bien faire toutes vos tâches administratives». Ouais! Oh là là, Ce serait quand même ça pratique. serait tellement un bonheur. OK, mais sur ce, merci à tous, merci de votre écoute. J'espère Non, que attends, il y a un truc que j'ai pas dit, c'est que, Jennifer de Résilience a écouté, tous nos podcasts et elle a adoré d'ailleurs. Elle me fait retour sur chaque et elle me dit: «C'est incroyable, tu parles de résilience dans tous les podcasts» et je me rends compte que j'ai pas encore parlé de résilience dans celui-ci. ah ah! Et c'est quand même, c'est pas génial parce que normalement j'en parle sans faire exprès et juste pour vous dire qu'il y a une nouvelle collection qui est sortie, elle est totalement incroyable. Si vous voulez en avoir, ah c'est chaud, c'est-à-dire que ça part hyper vite, mais allez voir sur le site, elle est dingue. Faut que j'y aille, moi, j'y suis allé hier vite fait et j'ai pas Bah ouais. vous avez le code, Mathieu10 si vous voulez. Non, non, en plus sans déconner, il y a le code MISSYM10, ce qui vous permet d'avoir 10 de réduction, sur les vêtements. Vous allez voir, sur la nouvelle collection, je suis même en photo un peu dessus parce que j'ai été mannequin une journée. Après je crois qu'on a mis que les photos où je suis de dos. Ouais, vaut mieux, Ouais, normal quoi. ouais, c'est ils ont mis que les photos ils ont mis les photos, vous allez voir, elles sont de dos, dans le noir, c'est Mathieu. C'est Ouais, c'est ça et je suis coincé entre un mec de 85 et l'autre de 95 kilos, autant te dire qu'on me voit pas, on voit à travers. c'est qui le minimoys au milieu? Je sais pas. Ouais, c'est ça. Qui a amené son fils? Qui a amené son enfant pour le shooting photo. Bon, Bon, c'était très cool. yeah. Je vous rappelle Missy M10, voilà, pour acheter sur Résilience, allez-y, ils sont vraiment chouettes les vêtements. Merci à tous pour votre écoute. N'hésitez pas, abonnez-vous, commentez, mettez des avis, partagez au maximum. C'est hyper important pour nous pour continuer à nous motiver et nous rendre compte que ça sert à quelque chose qu'on fait tout simplement. Et si, peut-être aussi qu'on peut dire qu'on sera là pour les crossfitters le week-end des Buddy Fit Ouais, c'est vrai. Ah oui, à Bordeaux. J'ai plus la date. On sera un petit peu sur le stand Résilience, un petit peu en balade dans Bordeaux et peut-être qu'on peut essayer de voir du monde, à ce moment-là sur Bordeaux. Ça peut être rigolo. carrément, carrément. C'est vrai que Si sur jamais, Bordeaux, comme disent donc les Suisses. testez-vous, on pourra faire un petit truc ensemble. Va falloir qu'on bloque vite parce que moi, ce week-end, il commence à être assez chargé. Mais Ouais, puis, il y a les buddies et on verra, mais ou directement dans les buddies pour ceux qui sont au CrossFit, carrément, on pourra se voir, boire un coup. carrément, carrément, parce qu'on sera pas en tant qu'athlète, on sera en Nous, on fait pas la compète, on pourra boire des bières, sans problème. ah ouais, ça serait trop bien. En plus, je rentrerai de la Réunion, donc parfait, parfait. Allez, c'est bon ça. Bon, à très vite tous. À très vite Bonne journée et puis à bientôt. et merci pour ceux qui sont toujours là après 1 heure et demie de podcast. Ils sont motivés, ils sont motivés. Ou ça se trouve, on a dit 2 fois les mêmes choses, plusieurs fois. Bon allez! Salut.